Un jour, tu te habitueras à ta douleur, au point où elle semblera avoir disparu, mais ce ne sera pas le cas. Elle n'aura pas disparu. Elle se sera cachée au plus profond de ton âme, recroquevillée dans le coin le plus secret de ton cœur, guettant quelque part dans les profondeurs de ton subconscient. Et sache ceci, viendra le moment où elle se manifestera et surgira, déchirant ton cœur meurtri en lambeaux, enfonçant ses griffes acérées de souvenirs douloureux dans ta peau, obscurcissant tes pensées. Que feras-tu alors? Pleurer toute la nuit, t'enfoncer davantage dans ton oreiller, te perdre dans un sommeil profond, puis, comme si de rien n'était, te rendre au travail le matin. Tu géreras les problèmes du moment, socialiseras, et même souriras, car elle est désormais avec toi pour toujours. Oui, cette douleur sera toujours avec toi. Mason était assis près du lac. Il était revenu ici, là où tout s'était passé. On lui avait dit de ne pas toucher aux vieilles blessures, mais il ne pouvait s'empêcher de venir. Après tout, c'était ici, il y a 7 ans, qu'il avait perdu la chose la plus précieuse, sa fille Alice n'avait que 5 ans. Cette terrible perte était devenue la deuxième dans la vie de Mason. Mais avant cela, il y avait eu du bonheur. Mason était tombé amoureux de Béatrice au premier regard, même si les circonstances de leur rencontre n'étaient pas très romantiques. Mason travaillait dans une ambulance à l'époque. Médecin ordinaire, il travaillait jour et nuit, vivant pratiquement à son travail. Sa mère était très inquiète, le garçon avait presque 30 ans et n'avait ni femme ni enfant. Mais Mason riait simplement, il n'avait pas encore rencontré son amour. Et puis, boum, un appel. Une jeune fille de 25 ans semblait être en choc anaphylactique. Elle ouvrit elle-même la porte au médecin. Petite, gracieuse, comme une poupée, avec de grands yeux bleus, de longs cheveux blonds, dans une robe légère et visiblement pas malade. « Vous comprenez, docteur, il y a un problème ici », sourit Béatrice à Mason en le suppliant quand il lui demanda comment elle se sentait. « J'ai besoin de votre aide, si vous ne m'aidez pas. » Mason, réalisant que c'était une fausse alerte, fronça les sourcils. Il ne voulait pas refuser une si jolie dame, mais il semblait clair qu'il devrait le faire. Et puis Béatrice commença à expliquer. Elle venait de commencer à travailler comme professeure d'école depuis 1 mois. Et aujourd'hui, de tous les jours, elle avait fait la grasse matinée. Elle s'était rendue compte qu'elle n'arriverait pas au travail, alors elle avait appelé la directrice et avait menti en disant qu'elle se sentait mal. Elle avait décrit tout en détail, au point que la directrice elle-même avait appelé une ambulance, bien que ce ne fasse pas partie du plan de Béatrice. Et maintenant, elle ne sait pas quoi faire. « Ils vont me virer », dit-elle tragiquement, en se tordant les mains et en regardant implorante dans les yeux de Mason. Mason réfléchit, quel mal y avait-il à dire un petit mensonge tout juste cette fois-ci? Soudain, un jeune homme fit irruption dans l'appartement, un ambulancier qui travaillait aux côtés de Mason. Il avait un peu tardé à répondre car il était au téléphone avec sa femme. « Alors, où est le patient ?» demanda-t-il en entrant. « Faisons-nous une trachéotomie. »« Il n'y a rien à faire, » répondit Mason avec un sourire. Le patient est en réalité en assez bonne santé. Il a une légère allergie, ce qui a fait monter sa température. Nous lui donnerons une piqûre et c'est tout. Vraiment? Karl demanda un peu déçu, en regardant Béatrice. Eh bien, d'accord. Il n'a jamais fait de trachéotomie auparavant, alors il avait vraiment hâte. Mason fit une injection inoffensive au patient, écrivit une note pour Béatrice indiquant qu'elle avait appelé une ambulance, et recommanda qu'il consulte un allergologue. Il fit un clin d'œil et un sourire à Béatrice, qui lui sourit avec gratitude. Il semblait que leurs chemins s'étaient séparés, mais 1 semaine plus tard, Mason vint rendre visite à Béatrice un jour de congé. Il était déjà tard, et Béatrice ouvrit la porte, surprise de le voir. « Oh, je n'ai pas appelé une ambulance », bafouilla Béatrice. « Je suis ici de ma propre initiative », sourit Mason. « Je n'ai simplement pas ton numéro de téléphone, mais je voulais passer et voir comment ça se passe avec ton travail. »« tout va bien, sourit Béatrice. « Je te suis très reconnaissante. Ta note a vraiment aidé. »« Eh bien, c'est bien, » hésita Mason. « Béatrice, en fait, je voulais t'inviter, disons, à un café ce samedi. Qu'en penses-tu ? » « Je suis tout à fait d'accord, » rit Béatrice. Et ainsi commença leur communication, qui se transforma bientôt en une véritable histoire d'amour. En l'espace d'1 mois, Béatrice quitta son appartement loué pour emménager chez Mason. À la fin de l'année, ils se marièrent, et en juillet, leur fille Alice naquit. Mason était aux anges, une belle.
femme, une fille, tout allait bien pour eux. Seule sa mère, Madame Green, ne partageait pas sa joie, pour une raison quelconque, elle n'aimait pas Béatrice. Double jeu, répétait-elle à chaque occasion. Béatrice n'avait pas non plus beaucoup d'affection pour sa belle-mère et essayait d'éviter au maximum de communiquer avec elle. Lorsqu'elle venait rendre visite, Béatrice trouvait toujours une excuse pour partir et aller voir une amie. « Tu peux jouer un peu avec Alice pendant que tu es là », prétendait doucement Béatrice, « je vais aller voir Jean pendant quelques heures. » Et peu importe ce que Madame Green disait, en objectant, Béatrice sautait de son siège. La mère disait à son fils que sa femme n'était pas douée pour être femme au foyer ou mère. Mais Mason n'écoutait pas. Il aimait beaucoup sa Béatrice, tout comme sa mère, et était déchiré entre les deux femmes qu'il chérissait. « Pourquoi ne travaille-t-elle nulle part ?» demandait-elle à son fils. « Alice a déjà 3 ans, elle pourrait retourner à l'école. »« Maman, pourquoi a-t-elle besoin de cette école ?» objectait Mason. « Elle va juste y perdre son temps, et qu'en est-il d'Alice ? Alice est déjà dans ta garderie. Je comprends si elle n'avait pas de formation, mais elle en a. Pourquoi reste-t-elle juste à la maison ? Maman, je gagne bien ma vie, dit Mason. Il gagne bien sa vie, se moqua Madame Green. Bien sûr que oui. Il prend des heures supplémentaires et est constamment en ambulance, jour et nuit. Et cette reine reste là, ne fait même pas la vaisselle. Regarde les toiles d'araignée dans le coin. Tu chipotes, la repoussa Mason. Tout va bien chez nous. Et la maison est propre. Madame Green comprit qu'elle ne pouvait pas convaincre son fils. Bien sûr, le couche-tard vous l'emportera toujours. Oui, Mason était satisfait de tout. La seule chose qui le gênait un peu, c'était que Béatrice était un peu distante avec leur fille. Quand Alice était à la garderie, Béatrice la mettait devant la télévision et... C'était tout. Béatrice, pourquoi ne lis-tu pas des histoires à Alice ? Elle est intéressée, disait Mason quand il rentrait chez lui le soir, fatigué. Bien sûr, mon chéri, souriait Béatrice. Et elle s'asseyait avec un livre à côté de leur fille, mais lisait si monotone que Alice se distrairait bientôt avec d'autres choses. Mais leur fille adorait quand son père lui lisait des histoires. Mason, malgré sa fatigue, trouvait du temps pour passer avec sa fille. Alice aimait aussi quand Mason lui chantait des chansons. Il chantait particulièrement bien. Sa fille adorait la chanson sur 4 cafards et un grillon. Mason s'en souvenait de son enfance. Sa grand-mère l'avait l'habitude de chanter, mais elle était décédée depuis longtemps. Le grand-père a un groupe d'amis près du poêle, chantant et remuant leurs moustaches au rythme de la chanson. Ils dînent tous ensemble puis se couchent sur le dos, 4 cafards inséparables et un grillon, chanta Mason, et avec le temps, Alice chanta avec lui. Il riait fort, imaginant tout en couleurs vives. Alice avait déjà 4 ans à cette époque. « Papa, tu as de la peine pour grand-père » dit un jour Alice. « Pourquoi ? » « Il a tout perdu » dit la fille pensivement. « Oui, c'est dommage » admit Mason. Mais Béatrice ne supportait pas cette chanson. Chaque fois que Mason commençait à la chanter, elle grognait avec dégoût et quittait la pièce en disant qu'il n'y avait rien à chanter. Avec le temps, elle devenait irritable et nerveuse, et un jour elle dit à Mason qu'elle était si fatiguée et voulait partir quelque part pour se détendre. À ce moment-là, Mason économisait pour une nouvelle voiture. Il pensait, allant faire la voiture, allons en vacances avec sa femme. Malheureusement, il n'a pas obtenu de congé en raison d'une urgence. Alors Béatrice est partie seule à la mer, laissant Alice sous la garde de Madame Green, qui ronchonnait mais n'avait pas le choix. Et puis, la catastrophe est survenue. Ils ont appelé de la station balnéaire et ont dit que Béatrice s'était noyée. Son corps n'a jamais été retrouvé. Il s'est avéré qu'elle était allée nager pendant la tempête, et personne ne l'a revue. C'était un choc. Mason ne pouvait pas croire que Béatrice était partie. Il se réveillait la nuit en pensant que sa femme le serrait dans ses bras. Il voulait pleurer de chagrin, mais il se retenait parce qu'Alice était à côté de lui. Personne n'avait dit à la petite fille la mort de sa mère, on lui avait dit qu'elle était partie en voyage d'affaires. Bien sûr, l'enfant s'ennuyait et pleurait même, mais elle finissait par se calmer, d'autant plus que son père rentrait toujours à la maison après le travail pour être avec elle. Pour distraire sa fille, Mason inventait diverses activités le week-end. Ils allaient au zoo, au parc d'attractions et au café. Il y avait aussi un petit et magnifique lac dans la forêt dense. Ils y allaient ensemble, Mason, Béatrice et Alice. Béatrice agissait comme un enfant,
se plaignant des moustiques ou de l'odeur d'humidité de l'eau, mais elle supportait ses sorties. Mais Mason et Alice adoraient être là. Un tel bonheur hors de la ville. Et après la mort de Béatrice, Mason avait décidé d'y aller de temps en temps pour apaiser leurs pensées. Il y avait aussi d'énormes carpes nageant dans le lac, et lui et Alice les attrapaient. Oh, comme la fille se réjouissait! Elle chantait une chanson sur un vieil homme et des cafards avec un grillon. Mason essayait de lui dire que la pêche nécessitait le silence, mais Alice chantait encore plus fort. Puis, abandonnant la pêche, il s'asseyait avec elle sur une colline et chantait avec elle. Il riait, enfin, du fond du cœur. La douleur semblait les quitter. Le week-end dernier était le 5e anniversaire d'Alice. 3 amis d'Alice de la maternelle et 2 garçons voisins avaient été invités. Les enfants s'étaient amusés au café, puis Alice avait soudainement chuchoté à Mason, « Papa, allons au lac. » Maintenant, s'étonna Mason. Il était déjà 17 heures. Pourquoi pêcher? Nous n'allons pas attraper de poissons, nous allons simplement nous asseoir, supplia Alice à son père. Mason regarda sa fille et dit, restons pour la nuit, tu l'as promis. Mason avait promis il y a longtemps, mais n'avait jamais vu le temps de le faire. Puis la tragédie avec Béatrice était survenue, et il avait décidé d'y aller. Il avait congé demain. Pourquoi pas? Il ferait tout pour faire sourire sa fille. Ils allumèrent un feu sur la rive du lac et installèrent une tente un peu plus loin. Mason faisait tout lui-même, et Alice essayait d'aider de toutes les manières possibles, ramassant des brindilles pour le feu et donnant des piquets pour fixer la tente. Ils réussirent à s'amuser et à tout faire avec enthousiasme. « Papa, où sont les poissons ?» Alice regarda Mason avec interrogation. « Nous les aurons » répondit-il et se dirigea vers le coffre de la voiture, où attendaient quelques kilogrammes de carpes. Mason les avait achetés avec prévoyance au supermarché en chemin vers le lac. « Non, ce n'est pas ce que je voulais dire » bout d'Alice en voyant les poissons prêts. « On les pêche à la canne ? Nous pêcherons demain. » « Nous n'attraperons rien maintenant, soupira Mason. « Mais nous nous lèverons tôt demain matin. Tu verras le type de pêche que nous aurons. Nous les apporterons à grand-mère. Elle sera heureuse. Et nous ferons de la soupe de poisson avec ce poisson. » Alice ronchonna un peu mais accepta. Bientôt, un parfum délicat envahit le lac. Oui, le bouillon était excellent, malgré le fait que le poisson ait été acheté au magasin le plus simple. Le soleil avait déjà plongé dans le lac, se dirigeant rapidement vers l'horizon, quand le père et sa petite-fille mangèrent avec appétit le bouillon. Délicieux, fit Alice en se léchant les lèvres, soupirant de contentement, puis pensa à quelque chose et devint triste. « Qu'est-ce qui ne va pas, petite ?» Mason fut surpris. « J'ai pensé à maman. Ce serait bien si elle était ici. » Alice répondit doucement. « Que pouvons-nous faire, chérie, puisque tout s'est passé de cette façon ?» répondit Mason avec précaution. Il n'avait jamais parlé à Alice de la mort de sa mère, mais il semblait que la petite avait tout compris elle-même. « Nous serons tous ensemble bientôt, » dit soudainement Alice. « Pourquoi tu penses ça ?» Mason regarda sa fille avec inquiétude. « Je sais. Elle me l'a dit elle-même », sourit mystérieusement Alice. Mason laissa échapper un soupir lourd et ne répondit pas, se serrant simplement un peu plus contre sa petite fille. Oui, il devait tout lui dire, sinon l'enfant commencerait à inventer des histoires. Mais comment le dire? Pour blesser ce petit cœur? Mais il le devait. Il ne pouvait pas laisser sa fille s'accrocher à de faux espoirs. Mais plus tard, pas aujourd'hui. Le soleil s'était enfoncé dans le lac, laissant derrière lui une traînée rouge sang, comme si une immense flamme écarlate scintillait à la surface de l'eau. C'était magnifique, mais d'une manière troublante. Les oiseaux s'étaient tus dans les roseaux, et un silence assourdissant s'était installé, même pas perturbé par les moustiques agaçants. On aurait dit qu'ils s'étaient endormis aussi. L'eau donna un frisson à Mason. Il sentit les épaules de sa fille frissonner légèrement. Et soudain, il eut froid aussi. « Allons nous coucher » dit-il en serrant sa fille contre lui. « Allons dans la tente. Il fait chaud là-bas. Tu as froid ici, et Dieu nous en préserve si tu tombes malade. Grand-mère me grondera alors. » Alice hocha la tête en signe d'accord, les yeux déjà fermés. Mason la souleva et la mit dans le sac de couchage dans la tente. « Chante sur grand-père » murmura Alice. « Endormi ? » « D'accord » répondit Mason en bâillant, et commença à chanter doucement.
Le grand-père est assis près du poêle avec ses amis, en fredonnant une chanson et en tordant sa moustache. Ils ont eu un bon dîner, et maintenant 4 cafards inséparables et un grillon sont allongés sur le dos. Alice dormait déjà profondément quand Mason s'arrêta doucement de chanter, écarta une mèche de ses cheveux de son visage, l'embrassa sur le nez chaud et s'endormit à côté d'elle. Il plongea dans un sommeil profond et lourd. À plusieurs reprises, il semblait qu'il sombrait dans un abîme sombre, cherchant à respirer, luttant pour sortir, puis une force inconnue le tirait à nouveau vers le bas. Mason se réveilla en sursaut à un cri terrible. Quelque part à proximité, comme si juste au-dessus de la tente, un cri perçant de jet résonnait dans l'air. Il ouvrit les yeux, ne comprenant pas depuis combien de temps il avait dormi et pourquoi Alice était silencieuse, alors qu'il devait partir à la pêche. Mason tourna brusquement la tête vers le sac de couchage où était sa fille, et resta figé d'horreur. Elle n'était pas là. Il se leva d'un bond, défit la fermeture éclair récalcitrante de la tente avec des mains tremblantes et se précipita dehors. Le soleil était déjà haut dans le ciel et il faisait une chaleur étouffante. Mason regarda sa montre et fut stupéfait, il était déjà 2 heures de l'après-midi. Comment avait-il pu dormir si longtemps? Pourquoi n'avait-il pas entendu le réveil de son téléphone? Et, surtout, où se trouvait sa fille de 5 ans? Alice! Ma chérie, cria-t-il de toutes ses forces. Où es-tu, Alice? Mais en réponse, le silence régnait, seuls des libellules tournoyaient activement et des canards gloussaient anxieusement dans les roseaux. Mason se précipitait le long du rivage, se jetant dans les saules, essayant de retrouver sa fille. Alice était introuvable. D'horreur, Mason avait l'impression que son cœur allait sortir de sa poitrine. Et soudain, il se figea. Sur la rive, loin de la tente, il aperçut une sandale d'Alice. Un cri terrible s'échappa de sa gorge lorsqu'il vit le chapeau d'Alice, qui flottait paisiblement sur les vagues. Il se précipita dans l'eau. Ses pieds s'enfoncèrent immédiatement dans le fond boueux, mais Mason se débattait désespérément, nageant de plus en plus loin, plongeant et sentant la boue glissante, continuant à nager. Environ 1 heure plus tard, il réalisa que tout était vain, et qu'il ne pouvait pas retrouver sa fille seule. Il ne voulait pas croire que la fillette s'était noyée, mais il n'avait d'autre choix que de sortir de l'eau et d'appeler la police. 1 heure plus tard, de nombreux policiers étaient sur la rive. Les plongeurs étaient arrivés, ainsi que, étrangement, des employés des services de protection de l'enfance. Le père dévasté s'assit à l'écart, observant douloureusement les plongeurs plonger et remonter à la surface, examinant le fond. Mason ne comprenait pas immédiatement ce que l'officier de police lui demandait. « Vous avez bu hier » répéta-t-il ses questions. « Moi ? Pas du tout » s'exclama Mason. « J'étais avec ma fille, comment aurais-je pu ? Et en général, je ne bois presque pas, seulement pendant les vacances. » Pendant les vacances, acquiesça l'officier de police. « Et hier, votre fille a fêté ses 5 ans. Avouez, avez-vous trop bu et oublié votre fille ? » « Et je n'ai pas bu » cria Mason. « Vous voulez vérifier ? Nous nous sommes endormis ensemble avec ma fille. Nous allions pêcher au lever du jour. » « Au lever du jour. Et vous vous êtes réveillé à midi. » « Je ne comprends rien » soupira Mason douloureusement. « Où est Alice ? » Pendant qu'il parlait, les plongeurs ont fouillé tout le fond, mais n'ont rien trouvé. « Mais cela ne signifie rien » dit l'un d'eux, cachant ses yeux au père. « Le fond est marécageux ici. L'enfant est petit. Il y a des tourbillons, elle aurait pu être entraînée sous un tronc, et vous ne la trouveriez pas immédiatement. L'eau est très boueuse. Elle n'aurait pas pu se noyer, cria presque Mason, en pleurs. Je lui avais interdit de s'approcher de l'eau toute seule. Elle n'aurait pas pu. Vous dormiez. L'enfant était livré à elle-même. Pourquoi pas, dit l'employé des services de protection de l'enfance. Oh, c'est père célibataire. Non, je le sentais. Lorsque votre femme est décédée, on aurait dû vous retirer la garde de votre enfant. Pourquoi ? Parce que vous ne vous êtes pas occupé de votre fille. Vous étiez toujours au travail, et elle était laissée seule. Je n'ai pas bu, répéta Mason une fois de plus fermement. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mais je comprends presque tout, répondit l'officier de police avec un soupir. Allons à l'hôpital pour un examen. Quel examen ? Eh bien, vous êtes médecin, vous devriez comprendre. Nous verrons si vous avez bu ou non. Ou peut-être avez-vous pris quelque chose d'autre. Ces accusations étaient ridicules, mais Mason n'avait pas la force de discuter.
qu'il vérifie. Mais ce qui était arrivé à Alice était la question principale. Il n'y avait pas de réponse à cette question. L'examen a eu lieu dans un petit hôpital de district près du lieu de l'incident. Mason était assis dans le couloir et attendait les résultats quand son téléphone a sonné. C'était Madame Green. « Fils », entendit Mason la voix inquiète de sa mère au téléphone. « Pourquoi cela prend-il autant de temps ? Seras-tu bientôt à la maison ? » « Je ne sais pas, maman », tremblota la voix de Mason. Quelque chose est arrivé à Alice. Et il lui expliqua brièvement ce qui s'était passé. « Maman, je ne crois pas qu'elle se soit noyée », s'écria-t-il désespérément. Ils ne l'ont pas trouvée. Elle n'aurait pas pu aller dans le lac toute seule. Je ne comprends rien. Madame Green pleurait seulement dans le téléphone. Elle essaya de dire quelque chose, de soutenir son fils, mais ne trouva pas les mots justes. Comment ? Comment Mason n'avait-il pas entendu que sa fille s'était réveillée et avait quitté la tente ? Après tout, les parents ressentent même leur enfant en dormant. Mason pouvait-il cacher quelque chose ? Mais cela ne pouvait tout simplement pas être. Et puis, les résultats des tests sont devenus connus. « Depuis combien de temps en prenez-vous ? » demanda l'officier de police à Mason en lisant la conclusion. Et aussi, docteur. C'est cela le problème. De quoi parlez-vous ? Mason regarda l'officier de police, perplexe. Il ne comprenait vraiment pas ce qu'on lui demandait. Il y a des traces d'une drogue dans votre sang, ricana l'officier de police. Maintenant, je vois le tableau. Vous en avez pris et avez oublié votre propre fille. Je n'ai jamais essayé cette drogue de ma vie, s'écria Mason. Il s'agit d'une erreur. On ne peut pas se permettre de faire des erreurs, durcit le ton l'officier de police. Donc, compte tenu de la gravité des accusations et des preuves, même si elles sont indirectes, je vous arrête. Vous serez inculpé aujourd'hui. Inculpé de quoi ? D'actes entraînant la mort. Ma fille est en vie. Mason faillit pleurer, mais qu'il écoutait. 1 heure plus tard, il était déjà en détention, et le lendemain, on s'est mis à le traiter de près. L'officier de police a promis de tout faire pour que Mason reçoive la peine maximale. Mason ne pouvait pas croire que tout cela lui arrivait. Juste hier, il avait une fille et était un père heureux, et soudain, en un instant, il est devenu un criminel potentiel. Et le plus effrayant, c'est que tout le monde autour de lui croyait volontiers à cette version. Même sa mère y croyait. Elle avait l'occasion de rendre visite à Mason, mais elle ne l'a pas fait. Madame Green pleurait sa petite fille et ne voulait pas voir le coupable de sa mort. Même s'il s'agissait de son propre fils. Et bien qu'il n'ait jamais retrouvé le corps, tout le monde était sûr que la fille était morte. Il s'est avéré que le lac était si traître, il pouvait conserver ses prises terribles pendant des années. Et il y avait un chapeau sur l'eau, une sandale sur la rive, et plus d'Alice. Mason a été condamné à la peine maximale pour l'affaire criminelle, 4 ans. En écoutant le verdict du juge, il ne regardait que sa mère. Croit-elle vraiment à cela ? Madame Green n'a pas levé les yeux. C'était douloureux pour elle de regarder son fils. Comment avait-il pu faire cela ? Même si inconsciemment, il était quand même coupable. « Maman, je ne suis pas coupable », cria Mason lorsqu'on le sortait de la salle d'audience. Madame Green le regarda. Ses lèvres tremblaient, sa main se leva involontairement. Sans dire un mot, elle croisa Mason, et c'était à la fois un pardon de sa part et le désir maternel pur de protéger son enfant, même s'il avait trébuché, face à des épreuves sérieuses. Mason était désespéré, le monde entier ne croyait pas en lui, et, surtout, sa mère. Mais aurait-il pu faire quelque chose de mal à sa fille, même involontairement ? Et la question principale qui tourmentait Mason était comment des traces de drogue avaient pu être trouvées dans son sang. Il n'avait jamais rien utilisé de tel. Tous ses anciens collègues affirmaient la même chose, mais les faits étaient indéniables. L'accusation a réussi à prouver qu'après la mort de sa femme, Mason était dépressif et apparemment, pour soulager son angoisse mentale, il utilisait secrètement des drogues. Depuis combien de temps ? Le procureur de l'État n'en avait pas vraiment cure. Ce procureur était plus une formalité. Il voulait mettre Mason derrière les barreaux, et c'est ce qu'ils ont fait. La prison n'a pas accueilli Mason avec bienveillance. Et comment aurait-il pu en être autrement ? Ce n'était pas une station balnéaire. Dans la cellule où ils avaient affecté Mason, il y avait des criminels endurcis, et il a commencé à avoir des problèmes dès le premier jour.
Assieds-toi tranquillement près des toilettes, lui a dit le chef de la cellule d'un ton menaçant. Peut-être vivras-tu plus longtemps. Ce chef, surnommé Axe, purgeait sa 3e peine de prison. Il était connu et craint dans ses cercles. Il tenait parole, et dans cette cellule, il était un roi et un dieu. Mason ne savait rien de tout cela, mais il a réalisé qu'il valait mieux ne pas s'impliquer et a décidé de ne provoquer personne. Il s'est assis sur le lit où on l'a dirigé, mais cela ne l'a pas sauvé des châtiments en prison. La première nuit, il a été battu. Il n'a même pas compris pourquoi, mais ensuite on lui a expliqué, c'était pour ce qu'il avait fait en prison. Il forme les gens différemment ici. Ses codétenus ont appris son cas, en prison, il y a des moyens de communiquer, et il fonctionne assidûment. Je ne suis pas coupable, a insisté Mason. Mais qui le croirait ? On ne sait pas ce qui se serait passé ensuite si ce n'était pas pour un incident. Ce soir-là, les prisonniers avaient fait la fête dans la cellule. Quelqu'un avait reçu un paquet. Ils ont déballé la nourriture, ont préparé un thé fort. Et là, ils étaient assis en train de siroter leur thé, lorsque soudain Axe s'est agrippé à sa poitrine et est tombé. Ses amis n'ont pas immédiatement compris ce qui s'était passé. Et Mason, qui était à sa place à ce moment-là, s'est immédiatement levé et s'est précipité vers Axe. Il faisait clairement une crise cardiaque. Nous avons besoin d'un médecin de toute urgence, a crié Mason et s'est précipité pour faire un massage cardiaque indirect. Et, lâchez-le, a crié le bras droit d'Axe, Derek. Il est allé vers Mason et l'a retiré. Appelez immédiatement les gardiens, a crié Mason, les repoussant. Il va mourir sur le champ si nous ne l'aidons pas. Et comment le savez-vous ? Se demandait le plus ancien détenu de la cellule, Frédéric. Je suis médecin, a répliqué Mason. Si vous savez tout sur moi, pourquoi ne le saviez-vous pas ? Derek a hoché la tête et est allé frapper à la porte. Ce n'est que 20 minutes plus tard qu'un médecin est venu dans la cellule, et Mason avait fait le massage cardiaque tout ce temps. Tout est correct, a acquiescé le médecin de la prison. Si ce n'était pas pour vos actions, il serait mort. Ils ont emmené Axe à l'infirmerie, et tous les autres détenus restants se sont rassemblés en le regardant avec confusion. Et lui, fatigué après la réanimation, s'est allongé. Écoutez, pourquoi avez-vous fait cela ? A finalement demandé Derek. Axe était dur envers toi. Je suis d'abord et avant tout médecin, a déclaré Mason calmement et s'est tourné vers le mur. Il ne voulait pas parler à ses anciens tourmenteurs. Il redoutait la pensée de ce qui pourrait se passer si Axe mourait, car ses amis pourraient tout retourner et le présenter comme responsable de la mort d'Axe. Mais cette fois, le destin a eu pitié de lui. 2 jours plus tard, Axe était dans sa cellule, et il s'est immédiatement dirigé vers Mason. « Merci », a-t-il dit d'une voix enrouée. « Le médecin m'a dit que tu m'as sauvé. »« C'est la médication qui t'a sauvé », a répondu Mason calmement. « Mais surtout, c'était toi », a déclaré Axe fermement. « Écoute, Mason, je suis désolé pour l'accueil glacial, de ma part et de tous ici. À partir de ce jour, personne ne te touchera. Tu es sous ma protection. Approche-toi, docteur. » À partir de ce jour, Mason était connu sous le nom de docteur. Il avait maintenant un emplacement décent et de bonnes relations avec ses compagnons de cellule. Axe a écouté attentivement l'histoire de Mason. C'est tout étrange, a-t-il convenu. Seulement des preuves circonstancielles, et ils t'ont donné la peine maximale. As-tu froissé quelqu'un ? Je n'ai froissé personne. Je ne comprends rien moi-même. Oui, tout cela n'a aucun sens. Je ne crois pas que ma fille ait pu disparaître comme ça. Oui, c'est dur pour toi, soupira Axe. Pardonne-nous comment nous t'avons traité quand tu es arrivé ici. Nous ne nous sommes pas comportés de notre propre chef. Comment ça ? Nous avons reçu une lettre disant qu'il fallait prendre soin de toi, que tu devais être envoyé de l'autre côté. Qui aurait pu envoyer quelque chose comme ça ? Mason n'arrivait pas à le croire. Je ne sais pas, il n'en parle pas ouvertement. Je peux dire que des gens très sérieux étaient derrière ça. Et maintenant ? Maintenant, rien, personne ne te touchera ici. Ainsi commença une nouvelle vie pour Mason, calme, sans joie, mais au moins en sécurité. Étonnamment, il n'y avait plus d'instructions de la rue pour éliminer Mason, comme s'il l'avait oublié. 1 an après l'incarcération de Mason, Madame Green est décédée. Crise cardiaque. Elle n'a pas pu vivre avec la culpabilité que son seul fils avait causé la mort de sa petite fille bien-aimée. Et elle n'a jamais pardonné à Mason.
Lorsque Mason a appris la mort de sa mère, il est resté silencieux pendant un long moment, et même pleuré doucement la nuit. Maman, comment tout a-t-il pu devenir si inhumain? Ils n'ont jamais résolu leurs différends, même si Mason a écrit une douzaine de lettres à Madame Green, essayant à chaque fois de convaincre sa mère de son innocence. Elle ne l'a jamais cru, et est partie avec un ressentiment. Mason se souvenait de sa vie avec sa mère. Il avait 4 ans lorsque son père est décédé, et sa mère a consacré sa vie entière à lui. Elle ne s'est jamais remariée. Elle a été sa première amie et conseillère à l'école. Et en grandissant, il écoutait toujours l'avis de sa mère. La seule fois où il ne l'a pas écoutée, c'était quand il s'agissait de sa femme. Il aimait beaucoup Béatrice et ne voulait rien entendre contre elle. Mais sa mère n'aimait pas Béatrice, bien qu'elle adorait sa petite fille. Et maintenant, Mason n'a plus personne, ni femme, ni fille, ni mère. La solitude le tourmentait, surtout la nuit, quand chaque détenu s'endormait en pensant à sa famille, même Axe, qui avait 2 fils qui grandissaient à l'extérieur. Mais Mason n'avait personne. Pourquoi devrait-il vivre? Pourquoi? Mason a commencé à vivre comme une poupée mécanique, il respirait, mangeait, travaillait en prison à l'atelier de menuiserie, et son âme semblait s'être pétrifiée. Et avec chaque année qui passait, cela devenait de plus en plus vrai. Même Axe a fini par remarquer que quelque chose n'allait pas avec son sauveur. Mason, chasse toutes ses pensées sombres, il lui a conseillé un jour. Tu verras, tout dans ta vie s'arrangera. Pourquoi ai-je besoin de cette vie? A répondu Mason, les lèvres à peine mobiles, fixant un point. Je n'ai plus personne. Tu as les souvenirs de ta fille, de ta femme et de ta mère. Vis pour eux, pour tous. Je ne peux pas. Tu peux. Tu n'es pas notre genre de personne. Ne reviens jamais ici pour rien, mec. C'est plus facile pour toi à l'extérieur. Maintenant, je ne sais même pas où c'est. Mais moi je le sais, a affirmé Axe avec confiance. Et tu sais quoi? Si tu as jamais besoin d'aide à l'extérieur, adresse-toi à mes contacts. Je te murmurerai l'adresse, et qui sait, nous pourrions même nous revoir. Mason a purgé sa peine. Il est sorti par les portes de la prison et a hésité sur la direction à prendre. Adieu, mon pote, ne reviens pas ici, a crié le gardien après lui et a claqué la lourde porte de fer. Le solide verrou a cliqué. Le son a fait sursauter Mason, comme s'il se réveillait d'un rêve. Maintenant, il devait réapprendre à vivre. Beaucoup de choses avaient changé en ces 4 années. Les voitures semblaient plus modernes, les vêtements des gens étaient plus lumineux, et même les gens semblaient différents. Mason avait l'impression que tout le monde le regardait avec désapprobation. Regardez, un détenu, a-t-il entendu 2 adolescentes chuchoter dans le bus sur son chemin vers la ville. Oui, ils viennent souvent ici, a répondu l'une d'elles avec indifférence. La prison est à proximité. Oh, effrayant. Où est ton téléphone? Le mien est dans ma poche. Garde un œil sur tes affaires. Mason entendait les chuchotements de ses 2 filles, et il souffrait qu'elles parlent de lui. Maintenant, il avait l'impression d'être un lépreux, maudit. Les gens se détournent de lui dès qu'ils réalisent qu'il a été en prison. Il a décidé de se rendre à son appartement, de reprendre ses esprits, puis de visiter la tombe de sa mère. Et c'est alors que la première chose inattendue s'est produite. Les clés de l'appartement ne correspondaient pas. Il est resté là, la clé en main. Non, c'est la bonne. Et puis la porte de l'appartement s'est ouverte en grand. Sur le seuil se tenait une femme dodue avec une louche à la main. « Que veux-tu » demanda-t-elle d'un air menaçant. « Je veux entrer dans mon appartement » répondit Mason, en montrant la clé et en ayant l'air confus. « Mais elle ne correspond pas. »« Tu es fou » protesta la femme, secouant tout son corps. « C'est notre appartement. Nous l'avons acheté légalement il y a 3 ans. »« Henry, viens ici » la femme se tourna vers l'intérieur de l'appartement. Et l'homme maigre se précipita immédiatement à son appel. Il prétend que c'est son appartement. Non, ce n'est pas possible, s'exclama l'homme. Et tous nos documents sont en ordre. Il entra dans la pièce et, après une minute, pointa du doigt les papiers. Nous avons tout fait, nous l'avons acheté. La vendeuse était Madame Green. C'était la propriétaire. Maman! Mason sentit ses yeux s'assombrir. Oui, comment avait-elle pu? L'appartement avait été légué à sa mère par sa grand-mère, elle en était essentiellement la propriétaire,
mais Mason avait vécu dans l'appartement pendant de nombreuses années. Il avait l'intention de régulariser la propriété, mais comme toujours, il n'avait pas eu le temps. Que cela signifiait-il? Sa mère l'avait délibérément privé de son chez lui. Comment avait-elle pu? Mason ne voulait plus s'en occuper. Haussant les épaules, il se retourna et descendit les escaliers. Les cris indignés des nouveaux propriétaires le suivaient, mais Mason ne les entendait plus. Le nouveau coup l'avait ébranlé. Oui, sa mère le détestait tellement qu'elle avait décidé de le priver de son chez lui. Bien que, non, c'était son appartement où Mason était inscrit, il devait toujours lui appartenir. Mason décida d'y aller, il n'avait simplement pas les clés. Il s'arrêta devant un vieux bâtiment de 5 étages et regarda la cour familière. Il avait grandi ici. Il leva la tête et trouva instinctivement les fenêtres du 3e étage. C'est l'appartement où il avait grandi. Maintenant, les fenêtres étaient couvertes de lourds rideaux. Mason fit le tour de l'entrée et s'apprêtait à rentrer quand les portes s'ouvrirent soudain avec un bruit fort. Nez à nez, Mason entra en collision avec tante Lucie, la voisine de sa mère sur l'escalier. « Oh, Mason, c'est toi » s'écria la vieille femme, surprise et se tenant le cœur. « C'est moi, tante Lucie. Tu es revenue ?»« Oui, je suis revenue. Je n'ai pas compris quelque chose. Ma mère a-t-elle vendu son appartement ? Oh, mon chéri. Il y a eu un incident. Elle était tellement inquiète, tellement inquiète. Et son cœur n'a pas pu le supporter. Oui, viens chez moi. Viens. Je vais tout te raconter. Oui, tu partais quelque part, non ? Oh, oui, enfin. Au magasin. Je voulais acheter du lait, mais peu importe. J'irai plus tard. Allez, mon chéri, viens chez moi. Je vais te faire du thé. J'ai fait des tartes qui n'ont pas encore refroidi. Et la vieille femme, saisissant fermement Mason par la manche, le traîna dans l'entrée. Bientôt, il se trouva dans une petite cuisine confortable. Il y avait une tasse de thé parfumé fumant sur la table, et une pile de tartes aux choux était posée à côté, tandis que tante Lucie, appuyée sur sa joue et soupirant, racontait l'histoire triste qui était arrivée à Madame Green. Mason avait tort de penser que sa mère l'avait rayé de sa vie. Oui, elle croyait que son fils était coupable et ne trouvait pas la force de répondre à ses lettres ou de sortir en rendez-vous, mais sa mère avait décidé d'aider Mason. Elle avait trouvé un avocat cher qui lui avait promis de sortir son fils de prison. Mais l'avocat était trop cher, et c'est alors que Madame Green avait décidé de vendre l'appartement où vivait Mason. Et ensuite, le pire est arrivé, elle est tombée entre les mains d'agents immobiliers sans scrupules. Quand tous les papiers furent signés, ils laissèrent Madame Green sans appartement ni argent. La vieille dame a failli devenir folle en comprenant ce qui s'était passé et a couru vers la police et le parquet. Mais tout était en ordre sur le papier, et elle aurait soi-disant reçu l'argent en espèces. Essayez de prouver le contraire. Madame Green a décidé de se battre. Elle a écrit des plaintes à toutes les autorités, et un soir, 2 hommes costauds l'ont rencontrée dans un coin sombre et l'ont menacé que si elle essayait de faire avancer l'affaire, ils l'enverraient rapidement au cimetière. Comme Madame Green avait peur à ce moment-là. Elle est à peine rentrée à l'appartement, et là, Elle a réussi à m'appeler et à demander une ambulance, mais au moment où elle est arrivée, ma mère était déjà décédée dans mes bras, a terminé sa tante Lucie en étouffant un sanglot et en essuyant les coins de ses yeux avec un mouchoir gras. Voilà comment tout s'est passé, Mason. Mason était assis la tête baissée, ressentant la douleur de ce qu'il venait d'entendre. Sa chère mère avait essayé de l'aider, mais elle était tombée entre les mains de ces scélérats. Que devait-il faire maintenant ? Les punir ? Mais comment pourrait-il les retrouver ? Ils avaient probablement changé de nom et de commerce 10 fois depuis. Et les gens vivant dans leur appartement n'y étaient clairement pour rien. Mason avait entendu parler de schémas similaires lorsqu'il était en prison. Où est enterrée ma mère ? Réussit-il à demander. Dans le vieux cimetière, à côté de ton père, répondit tante Lucie en soupirant. Mon fils et moi nous sommes occupés de l'enterrement. Merci, murmura Mason en se levant. Où vas-tu ? Au cimetière, je suppose. Attends une minute. J'ai les clés de ton appartement. Va te reposer d'abord, reprends tes esprits, et ensuite occupe-toi de tous les problèmes, Mason. Il y en a beaucoup. Les impôts n'ont pas été payés pendant ces 3 années. Je comprends, acquiesça Mason. La nouvelle de la dette énorme ne le dérangeait plus.
Après avoir entendu parler de sa mère, cela lui semblait être une affaire si minime. Le lendemain matin, il décida de rendre visite au cimetière en premier. Alors qu'il se préparait dans le couloir, la sonnette retentit. 2 personnes en uniforme se tenaient sur le seuil. « Monsieur Green ?» demanda le shérif d'un ton sévère. « Nous avons reçu des informations selon lesquelles vous êtes revenu. Nous vous informons qu'il y a une dette fiscale sur cet appartement. Elle doit être payée dans le mois à venir, sinon l'appartement sera saisi par l'État. » Le shérif remit un papier à Mason. Ensemble avec son compagnon, ils descendirent les escaliers tandis que Mason lisait le papier. Plus de 200 000 s'étaient accumulés au cours de ces 3 années. Où un homme sans emploi allait-il trouver une telle somme d'argent? Et puis, cela frappa Mason, la voiture. Il avait une voiture qui était censée être garée dans le garage de sa mère tout ce temps. Il trouva les clés dans le placard et se précipita vers les garages. Et puis, il fut frappé par une nouvelle déception, il y avait un chantier de construction à la place des garages. Il construisait une nouvelle maison ici. Mason était déconcerté. Comment était-ce possible? Où était sa voiture? Que le garage parte en enfer, mais la voiture? Il apprit d'un passant aléatoire, visiblement ivre, qu'il y avait eu un incendie dans le complexe de garage il y a environ 1 an. Ils disent que c'était un incendie criminel. Les propriétaires qui étaient à proximité avaient réussi à sauver leur voiture, mais tout le reste avait brûlé. Bientôt, des bulldozers, des chargeuses, des camions étaient arrivés, avaient chargé les restes et les avaient emportés à la décharge, et l'endroit avait été nettoyé et donné à la construction. Il y avait des hommes qui avaient essayé de protester, qui avaient demandé une indemnisation, mais la mairie n'avait qu'une réponse pour eux, les garages avaient été construits illégalement, donc personne ne devait rien aux propriétaires affectés. C'était de leur faute s'ils avaient violé les règles de sécurité incendie. J'avais aussi une hirondelle garée là-bas, soupira l'homme. Et j'étais aussi parmi les indignés qui sont allés à la mairie. Mais à quoi bon? Nous avons même été dispersés. Nous n'avons rien obtenu, en un mot. Quelque chose se brisa à l'intérieur de Mason. Il semblait qu'il y avait un éclat d'espoir, une compréhension de comment résoudre ses problèmes, mais c'était tout. Il se dirigea vers le cimetière, se balançant comme s'il était ivre. Il n'avait rien. Et bientôt, on lui prendrait son appartement. Trouver un travail? Où pouvait-il gagner autant d'argent en un mois? Se tourner vers des amis? Pendant ces années en prison, il avait compris qu'il n'en avait pas, ils avaient tous refusé. Assis près de la tombe de sa mère, il fixa un point, ne sachant pas quoi faire ensuite. « Oh, docteur » entendit Mason une voix douloureusement familière. Il se retourna lentement et vit Axe, joyeux, en bonne santé et libre. Axe, Mason fut surpris. « C'est bien moi » rit-il en réponse. « Ils m'ont libéré aussi. Je ne m'y pas moi-même. J'avais un bon avocat cette fois, il a pu me faire sortir. Je savais qu'il travaillait dessus, mais je n'ai pas voulu jeter un mauvais sort en parlant. » Compris, Mason essaya de sourire. « Félicitations. » »« Merci. » »« Et pour qui êtes-vous venu ici? Votre père et votre mère? » Mason hocha la tête en réponse. « D'accord. Moi aussi, je suis venu voir mon père. Il est enterré de l'autre côté du cimetière. Allons-y. Ne les dérangeons pas, trinquons à notre rencontre, d'accord? » Et Mason n'objecta pas. À ce stade, il avait probablement besoin de se détendre un peu, sinon il pouvait devenir fou. Ils étaient assis dans un bar quelconque et discutaient comme de vieux amis. Et Mason racontait son histoire. Il semblait que pendant toutes les années qu'ils avaient passées dans la même cellule avec Axe, ils n'avaient pas autant parlé. Axe lui raconta qu'il avait rêvé de devenir pilote dans son enfance et avait même intégré une école de pilotage, mais que cela ne s'était pas concrétisé, il avait été renvoyé en raison de problèmes de santé. Et il en était tellement amer. Ensuite, il avait côtoyé la mauvaise société. Sentant le goût de l'argent facile, il ne s'était plus détourné de ce chemin. Les opportunités, les femmes, puis la première condamnation. Puis une autre et une autre. Et toutes ces années, Tristan, c'était son vrai nom, avait vécu avec la conviction que la prison n'était pas effrayante, c'était une partie de son existence. Et maintenant, il était libre et était venu voir sa famille. « J'ai une belle femme, mes fils sont déjà grands. Bientôt ma petite fille va naître. Et j'ai compris que j'avais perdu la chose la plus importante, mes enfants ont grandi sans moi.
À quoi sert cet argent? Ce n'est que du papier. Et je ne suis nécessaire que par ma femme pour eux. C'est frustrant, admit Tristan amèrement. Alors, peut-être que votre femme n'est pas la bonne, demanda Mason. Non, Jenny est intelligente. Elle en a juste marre de mes histoires de prison, bien qu'elle attende toujours. Et je suis sûr qu'elle attendait cette fois aussi. C'est juste que les enfants ont grandi et je n'ai même pas remarqué. Et je ne verrai jamais ma fille, murmura douloureusement Mason. Elle n'a même pas de tombe. Et ma femme non plus. Tu sais, Mason, ton histoire est très étrange. Je te l'ai déjà dit. Comment se fait-il que tu n'aies pas retrouvé ta fille? Ou peut-être n'as-tu pas cherché aussi dur que tu aurais dû? Oui, nous l'avons cherché. En tout cas, cela semble ainsi. Et qui t'a commandé, en prison, je ne l'ai jamais su, et c'était des gens très influents. Ouais, qui a besoin de moi, un simple médecin de l'ambulance. Je n'avais même pas d'ennemis. Il me semblait que j'aidais tout le monde. C'est bien ça, tu aidais apparemment. Réfléchis bien. Peut-être que toutes les réponses à tes questions se trouvent ici. Oui, bon sang. Je ne trouverai rien. Et je ne veux même plus vivre. Je n'ai plus personne que j'aime dans ce monde. Et bientôt, on me jettera dehors de mon appartement. Mason raconta à Tristan l'histoire de sa dette envers son appartement. Pourquoi ne dis-tu rien? S'exclama Tristan. Je vais t'aider. Non, secoua la tête Mason. Je sais que tu ne m'aideras pas gratuitement, je devrais travailler pour rembourser. Désolé, mais je ne veux pas retourner en prison. Mais tu as déjà payé ta dette, répondit Tristan avec fermeté. Tu as oublié comment tu m'as ranimé dans cette cellule? Sans toi, mes os auraient déjà pourri. Quoi qu'il en soit, donne-moi l'adresse, je t'apporterai l'argent demain. Mason réalisa que c'était sa seule chance de réparer quelque chose, et il donna à Tristan son adresse. Ils se dirent au revoir comme de vieux amis. Si j'apprends quelque chose sur ton affaire, je te le ferai savoir, c'est sûr, promis Axe. Mason haussa simplement les épaules. Que pouvait-on découvrir après tant d'années? Le lendemain matin, quelqu'un sonna à la porte. C'était un inconnu pour Mason. Quelqu'un m'a demandé de vous remettre ceci, dit l'homme en tendant un paquet et en se détournant rapidement. Mason ouvrit le paquet. Il contenait des billets tout neufs. Oui, Mason comprenait que ces fonds avaient probablement été obtenus illégalement, mais pour l'instant, c'était son salut. Mason paya sa dette fiscale le jour même, et cela semblait lui alléger le souffle. Il réfléchit, car il devait continuer à vivre. En quoi était-il bon? Guérir les gens. Alors il décida de retourner au service d'ambulance où il avait l'habitude de travailler. Là-bas, comme avant, il vit des visages familiers, mais quand ils virent Mason, ils le saluèrent maladroitement, baissèrent les yeux et s'enfuirent immédiatement, prétextant des affaires urgentes. Le directeur du service d'ambulance était toujours le même, Monsieur Miller. Il leva les sourcils en voyant Mason, le salua réservément. Et l'invita à s'asseoir. « Ils t'ont libéré ?» demanda-t-il brièvement. « Oui », répondit Mason aussi. Le chef resta silencieux, et Mason réalisa soudain que ses mains tremblaient de nervosité. Il ne put se résoudre à parler du problème principal. « De quoi veux-tu parler ?» le directeur l'aida. « Eh bien, Monsieur Miller, j'aimerais revenir, déclara Mason. « Revenir ?» le chef sursauta même de surprise. « Et comment vois-tu cela? Quel est le problème? J'ai purgé ma peine, ils ne m'ont pas privé du droit d'exercer ma profession. Le problème, Mason, c'est qu'il n'y a pas de place pour un condamné, même un aussi excellent médecin que vous. Désolé d'être franc, mais c'est la réalité. Si les patients découvrent qui est venu les soigner, imaginez le scandale que cela provoquerait. Surtout puisqu'il y avait des médicaments dans votre système, si je me souviens bien. Vous savez mieux que quiconque que c'est un malentendu monstrueux. Je ne sais pas comment ils sont entrés dans mon système, s'exclama Mason indigné. Néanmoins, Mason, vous savez que les gens colportent des rumeurs selon lesquelles vous vous en êtes sorti facilement. Vous avez tué votre fille et vous l'avez cachée. Vous dites n'importe quoi. Mason se leva et faillit se précipiter sur son patron les poings levés, mais il réfléchit mieux au dernier moment. Allez au diable. Il quitta le bureau en claquant la porte. Sans dire au revoir à personne, il se dirigea vers la sortie. La répartitrice Gwen le rattrapa dehors,
une jeune femme bonne et gentille qui avait toujours traité Mason avec gentillesse. Monsieur Green. Attendez, cria-t-elle, essoufflée. Oh, vous avez couru si vite. Qu'est-ce que je fais ici si même mes anciens collègues me considèrent comme un criminel endurci et m'accusent de je ne sais quoi? Ne soyez pas offensés par eux, ce ne sont que des idiots. Je n'ai jamais cru que vous puissiez faire du mal à votre fille. Et je ne le crois toujours pas. Mais le problème ne vient pas de là. Vous ne pouvez pas trouver de travail dans votre profession en ville. Tout le monde se serre les coudes ici. Quittez la ville. Où vais-je? Mason dit amèrement. Ma mère habite en Oklahoma. Elle travaille dans une ambulance dans l'une des villes. Je l'appellerai et je réglerai quelque chose pour vous. Mais que se passe-t-il avec tout le monde qui se serre les coudes? Vous venez de dire ça. C'est différent là-bas. Les gens sont plus simples et il y a pénurie de médecins. Surtout dans les ambulances. Enfin, pas de médecins, mais de secouristes. Et c'est plus facile pour le logement. Vous pourrez vivre dans la maison de ma grand-mère pour le moment. Elle est décédée il y a 1 an et la maison est vide. Je parlerai à ma mère, elle comprendra tout. Je ne sais pas. Mais moi, je sais. Je parlerai avec elle aujourd'hui et je vous appellerai demain. Avez-vous le même téléphone fixe? Il est déconnecté, et je n'ai pas de téléphone portable. Alors, je viendrai chez vous ce soir. Attendez-moi. Et Gwen, souriant en disant au revoir, entra dans le bâtiment, tandis que Mason restait là à la regarder partir, se demandant si elle avait raison. À l'enfer avec tout ça, il irait quelque part où personne ne le connaît. Le soir venu, Gwen vint et remit à Mason un morceau de papier avec une adresse. Voici l'endroit, et aussi le numéro de téléphone de ma mère. Et aussi, Gwen sortit un téléphone flambant neuf de sa poche. Il est bon marché, mais il semble pouvoir passer des appels normaux et il a Internet, dit-elle, en sortant un billet pour la gare de sa poche. Et voici un billet pour la gare. C'est presque un voyage de 3 jours. Gwen, pourquoi as-tu dépensé autant? Je me sens mal à l'aise, bafouilla Mason. Ce n'est rien, répondit Gwen en secouant la tête. Les gens devraient s'entraider. Et ne discutez pas. Merci, marmonna Mason. Après le départ de Gwen, il pensa à elle pendant longtemps. C'était une bonne personne, juste malheureuse. Son mari était mort dans un endroit chaud, et quand elle l'a découvert, elle a perdu son enfant. Elle vivait seule. Ou peut-être pas? Si c'était le cas, c'était génial. Gwen devait juste trouver son propre bonheur. Le lendemain, il remit les clés à tante Lucie, en lui demandant de s'occuper de l'appartement. Je vous enverrai de l'argent pour payer tous les services. Ça vous convient? Demanda-t-il. Ça va, Mason, ce n'est pas un problème, répondit tante Lucie en hochant la tête. Et j'ai une idée. Peut-être que nous pouvons trouver des locataires? Ils paieront, et vous dépenserez moins. Mais je n'aurai pas le temps, j'ai un train ce soir. Je le ferai moi-même, sourit tante Lucie. Si vous me faites confiance, bien sûr. Bien sûr, je vous fais confiance. C'est super, et ne vous inquiétez pas pour moi. Je vous enverrai les détails. Donnez-moi juste votre adresse. Bien sûr, je le ferai. Merci, tante Lucie. Mason embrassa la vieille dame et se dirigea vers la gare. 1 heure plus tard, il était déjà assis dans le wagon du train. C'était parti, il commençait une nouvelle vie. Oui, c'était douloureux de quitter les tombes familiales, de quitter l'appartement parental, d'oublier l'histoire avec sa fille, mais Mason n'avait pas d'autre choix. Et la douleur semblait s'atténuer avec la distance, et la colère face à l'injustice qui avait frappé Mason semblait s'apaiser. Il descendit à une petite gare. Une petite gare, des maisons d'un étage. Après la grande ville, tout semblait si petit. Mais la nature ici était magnifique. Une forêt de pins s'étendait le long de la voie ferrée, et une montagne se dessinait au loin. Magnifique. Et l'air ici était si délicieux qu'on aurait pu le manger à la cuillère. Mason prit une profonde inspiration et s'engagea confiant sur le chemin depuis la gare. Il trouva rapidement la station d'urgence. Elle était située dans un vieux bâtiment, à côté de 3 machines en état de marche qui avaient connu de meilleurs jours. Oui, les gens ne vivaient pas richement ici. Un jeune homme en blouse médicale, reconnaissant pourquoi Mason était là, le conduisit au bureau de la directrice. Allez,
collègue, vas-y, lui fit un clin d'œil et disparut dans le salon. Dans le minuscule bureau se trouvait une femme d'âge moyen. Mason nota immédiatement à quel point elle ressemblait à Gwen, ou non, Gwen lui ressemblait. Il se présenta. « Oh, je comprends », répondit la femme avec lassitude. « Eh bien, nous allons faire connaissance. Je m'appelle Madame Wilson. Pour être honnête, je n'ai pas aimé l'histoire que ma fille m'a racontée, et je ne vous aurais pas pris comme ça et demandé au médecin d'intervenir. Mais Gwen est une fille intelligente, elle ne se serait pas tournée vers moi comme ça. Je la crois quand elle dit que vous êtes une bonne personne et un spécialiste formidable. Cependant, vous devrez faire vos preuves sur le terrain. Vous avez votre premier jour de travail demain. » Déjà, s'étonna Mason. « À quoi bon tirer sur le chat ? Vous avez un certificat, très bien, mais vous passerez tout le reste en une semaine. Vous avez besoin d'un travail, alors travaillez. Nous en avons trop. Les travailleurs de la santé s'enfuient d'ici à la vitesse du son pour de meilleures perspectives en ville, et seuls les plus endurants restent. Merci de votre confiance, la remercia sincèrement Mason. Malgré son indifférence et sa froideur apparente, cette femme suscitait de la sympathie. Il était simplement évident qu'elle était très fatiguée. Et prenez les clés, se souvint Madame Wilson. Ce sont celles de la maison de ma mère. C'est tout simple, il faut chauffer le poêle, il y a de l'eau dans la chaudière et les toilettes sont dehors. Ça ne me fait plus peur. Rien ne me fait peur, sourit légèrement Mason. Oh, pardon, rougit Madame Wilson. Et, surtout, ne parlez pas de votre condamnation. Vous comprenez, il y a des stéréotypes dont il est difficile de se débarrasser. Je comprends tout. Merci encore. Mason fit un signe de tête en guise de au revoir et sortit. Le même gars était debout sur le seuil. Eh bien, t'as compris ? Le gars fixa Mason avec interrogation. J'ai compris. Félicitations, collègue, un fou de plus a rejoint notre équipe, sourit le gars. Au fait, je m'appelle Earl. Je suis secouriste. Félicitations, collègue, un fou de plus, sourit le jeune homme. Au fait, je m'appelle Earl. Je suis secouriste. Mason, répondit l'homme. Et pourquoi fou ? Qui d'autre travaillerait jour et nuit ? Nous n'avons tout simplement pas assez de monde. Tu t'en sentiras capable ? Je peux le faire, sourit Mason. Il aimait ce jeune secouriste, presque un gamin. Tout était calme et compréhensible ici, d'une manière humaine. La maison où il allait vivre s'avéra assez ancienne, avec des volets, mais solide et en bois. Malgré son âge, il était clair qu'elle servirait encore les gens pendant une décennie. À l'intérieur, il y avait des pièces et une cuisine. Tout était parfaitement en ordre. Apparemment, Madame Wilson avait tout préparé pour le nouveau locataire. Tout ce qui était nécessaire à la vie s'y trouvait, un canapé, une table, une armoire, un vieux réfrigérateur en état de marche dans la cuisine, une cuisinière. Ah, la cuisinière posait problème. Aussi courageux que soit Mason, il ne savait pas comment l'allumer. Mais l'aide vint d'un endroit inattendu. 2 heures plus tard, quelqu'un frappa fort à la porte, et avant que Mason n'ait pu ouvrir la bouche, une femme robuste d'une 50aine d'années était déjà sur le seuil. « Alors, vous êtes le locataire de Notre-Dame ? Madame ?» Mason ne comprenait pas. « Eh bien, Madame Wilson, » rit la femme. « C'est comme ça qu'on l'appelle ici. Nous avons grandi ensemble, vous savez. Je m'appelle Mademoiselle Scott. Je suis votre voisine. Comment vous appelez-vous ? Monsieur Green, mais vous pouvez simplement m'appeler Mason. Je vois, Mason c'est bien. Alors, vous êtes aussi médecin, c'est bien. Nous avons besoin de nouveaux médecins. Mais pourquoi fait-il si froid ici ? Même si ce n'est pas encore l'hiver, nous devrions déjà commencer à chauffer le poêle. Nous ne sommes pas dans le sud, et nous avons des gelées en septembre. Mais pour l'instant, nous ne pouvons utiliser que du bois de chauffage. Mademoiselle Scott sortit en courant, et après 5 minutes, elle était déjà de retour avec une pile de bois de chauffage. « Allez, maître, mettons-nous au travail », rit-elle en lui tendant le bois. Mason les prit et les déposa hésitamment près du poêle, puis ouvrit la porte. « Eh bien, mon ami, vous venez de la ville, devina Mademoiselle Scott. Je vais vous apprendre. » Et la femme jeta adroitement les bûches dans le poêle, puis en mit une à l'intérieur. Le bois crépita joyeusement dans le poêle.
Mason regarda et s'émerveilla de voir à quelle vitesse mademoiselle Scott faisait tout. Elle avait déjà pris un balai, balayé les déchets autour du poêle, et sa bouche ne se fermait jamais. En 5 minutes, elle lui parla de son fils, qui était un idiot et ne travaillait nulle part correctement après l'armée, et de son mari, qui était alcoolique. La seule joie de sa vie était sa fille, qui travaillait comme enseignante en ville. En général, la vie est belle, sourit mademoiselle Scott quand ils se séparèrent. Même ici. Si vous avez besoin de quelque chose, voisin, faites-le moi savoir. Je peux vous donner quelques conseils sur les tâches ménagères. Et c'est ainsi que Mason rencontra sa voisine sympathique. Elle était la 3e personne de la région à l'avoir traité gentiment et chaleureusement. Au fil du temps, Mason réalisa que les gens ici étaient bons, et qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Il avait passé d'innombrables heures à conduire d'une ville à l'autre par tous les temps et sur des routes difficiles. Une expérience qui l'a marqué a été quand ils ont été appelés dans un village isolé pendant une tempête de neige la veille du Nouvel An. La visibilité sur la route était nulle, et leur chauffeur, Clayton, maudissait bruyamment. Ils ne savaient pas où ils allaient. Il conduisait uniquement en fonction de son intuition et de sa mémoire. « Il semble que nous devions prendre cette sortie », dit-il à voix haute en quittant la route principale. Ils prirent la sortie, et presque immédiatement, leur voiture se retrouva coincée dans une énorme congère de neige. Clayton jura, et Mason ne put s'empêcher de faire de même. Que devait-il faire maintenant? L'appel était urgent. Une femme de ce lointain village souffrait d'une appendicite depuis plusieurs heures et avait besoin d'une intervention chirurgicale immédiate. Mais comment pouvait-il l'emmener à l'hôpital? Pour être honnête, d'autres pensées leur traversaient déjà l'esprit. La neige s'accumulait autour de la voiture. Il ne pouvait pas rester là, mais il ne pouvait pas non plus conduire. S'il ne faisait pas demi-tour maintenant, il pourrait rester coincé là pour toujours. Et puis, à travers le vent, le conducteur et le médecin entendirent un grondement. Il faisait nuit dehors, plus sombre que d'habitude, même s'il ne s'était pas écoulé 3 jours depuis la dernière pleine lune. Clayton se battit pour ouvrir les portes de la voiture et sortit immédiatement sous une rafale de neige. « Ferme cette foutue porte !» cria Mason. « Nous sommes déjà ensevelis sous la neige. »« C'est vrai » ricana Clayton. « Ne t'inquiète pas, Doc. Les secours arrivent. » Et il avait raison. Bientôt, à travers le voile de neige, ils aperçurent l'éclat des énormes phares. Le grondement s'intensifia. En brisant les congères sur un chemin de terre, un énorme tracteur s'approcha, suivi d'une motoneige avec une luge. Mason et Clayton peinèrent à distinguer cette procession, puis se précipitèrent pour la rencontrer. Un homme d'âge mûr mince sortit de la cabine du tracteur et cria de toutes ses forces. « Les gars, je vais dégager la route, et vous retrouverez la motoneige derrière moi. » Tombant et se relevant, le médecin et le conducteur se précipitèrent vers la motoneige. Il y avait 2 hommes, l'un plus âgé et plus costaud que l'autre, et dans la luge, recouverte d'une pile de vestes et lourdement enneigée, gisait une femme atteinte d'appendicite. « Eh bien, regardez qui nous avons là » s'exclama Mason. « Pourquoi ne nous avez-vous pas attendus ?»« Docteur, ne grondez pas » cria le conducteur de la motoneige par-dessus le vent. « Je ne pouvais plus supporter de voir ma femme souffrir. De plus, vous pouvez voir vous-même que vous n'auriez pas pu venir nous chercher par ce temps. Heureusement, notre voisin est venu nous aider. Nous l'avons rencontré à mi-chemin, et c'est parti. Et c'est tant mieux, car vous auriez dévié de la route. » Ensemble, ils déplacèrent la femme dans l'ambulance, et Mason et Clayton suivirent derrière le tracteur. Ils ne pouvaient pas se permettre de traîner, car la route se comblait rapidement. Tout le long du chemin, ils s'inquiétaient de savoir si l'homme sur la motoneige pourrait revenir. Brian peut y arriver. C'est un dur, rassura la patiente. Et ainsi ils arrivèrent à l'hôpital, le gros tracteur et l'ambulance, et ils arrivèrent juste à temps. Et Brian avait vraiment réussi. Le lendemain, il vint rendre visite à sa femme après son opération et trouva Mason et lui donna un bocal de 3 litres de viande de porc salée. Mason n'écouta même pas d'objection, car c'était simplement un geste de gratitude. C'est ainsi que les choses se passaient. Cette expérience a montré à Mason que les gens ici étaient simples et désespérés. L'entraide n'était pas qu'une phrase vide pour eux. Et il y a eu tellement de situations extrêmes par la suite. Mason a accouché de bébés en pleine route et a ranimé le cœur d'un garçon après un accident, et bien plus encore. Oui, il y a eu des cas similaires en ville, mais tout ici semblait plus vivant, plus émotionnel, car il y avait plus de difficultés, de fardeaux, une nature plus rude,
Et les patrons? Mais que dire des patrons? Non, les patrons ici convenaient mieux à Mason, plus démocratique. Et Madame Wilson était très contente d'avoir écouté sa fille et d'avoir engagé un médecin aussi compétent. Au printemps, Gwen était rentrée dans sa ville natale et avait décidé de travailler aux côtés de sa mère. J'en ai assez de cette ville, du bruit, de la précipitation, expliqua-t-elle à Mason quand ils se rencontrèrent. Quand Lewis était en vie, mon mari, ça avait du sens d'y vivre. Mais maintenant? À quoi bon? Mason ne fit que hocher la tête en réponse. Oui, Gwen avait raison. Tout était plus simple, plus clair ici. Oui, en ce qui concerne la vie quotidienne, c'était plus difficile, mais ce n'était pas le plus important. Le plus important, c'étaient les gens, et ils étaient merveilleux ici. Seule Gwen avait un petit stratagème, elle aimait Mason. Au début, elle avait simplement de la sympathie pour lui quand il avait été jeté en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Elle ne croyait pas aux accusations de Gwen selon lesquelles Mason était responsable de la disparition de leur fille, mais elle ne pouvait rien prouver. Et puis, quand elle l'a vu après sa libération, son cœur a fait un bond. Oui, elle aimait son mari, mais il ne pouvait pas être ramené, et Mason était si malheureux. Elle voulait l'aider, et elle l'a fait. Et ensuite, elle a passé toute une année à agoniser sur la manière dont il allait sous la supervision de sa mère. Ton Mason est en vie et en bonne santé, a ri Madame Wilson quand sa fille lui a demandé au téléphone comment son ancien collègue se portait. Et si tu veux, viens le voir toi-même. Combien de temps peux-tu encore travailler comme répartitrice? Tu es paramédic, après tout. Je te trouverai un emploi dans une clinique, où tu peux venir travailler avec moi dans l'ambulance. Et elle s'est donc décidée à venir plus près de Mason, mais n'a pas pu se résoudre à avouer ses sentiments. Mason comprenait tout, mais il ne voulait aucune relation après la perte de Béatrice et de leur fille. Son cœur s'était transformé en pierre. Ainsi, ils étaient simplement amis avec Gwen, travaillant ensemble dans l'ambulance, et c'est tout. Mais le temps guérit toutes les blessures, et les soins et l'attention humaine aident. C'est ce qui s'est passé avec Mason. Sa douleur semblait s'apaiser. Le travail l'aidait à oublier, et Gwen, qui était devenue plus qu'une amie avec le temps, était devenue son réconfort. Non, il n'avait pas oublié Béatrice, mais il était un homme vivant. Gwen était devenue son réconfort. Madame Wilson fronça initialement les sourcils à l'idée que sa fille vivait en concubinage, mais elle s'y résigna, les mœurs modernes, que pouvait-on y faire? Lorsque Mason a finalement reçu un appartement officiel, Gwen en était devenue la propriétaire légitime, et c'est là qu'il vivait. 3 ans s'étaient écoulés depuis que Mason avait déménagé dans cette région. Gwen, marions-nous, proposa-t-il un jour. La jeune fille sourit simplement tristement en réponse. Chérie, le veux-tu vraiment? Comprends, je ne veux pas te retenir. Et si un jour quelqu'un apparaît qui puisse te rendre vraiment heureux? Et je ne pourrais pas le faire. Mason comprenait ce que sa bien-aimée lui disait et ne pouvait pas la convaincre du contraire. Le fait est qu'après sa première grossesse infructueuse, Gwen ne pouvait plus avoir d'enfant. C'est pourquoi elle ne voulait pas épouser Mason. C'était inutile, même si elle l'aimait à la folie. Et lui, Mason, l'aimait aussi. Mais il ne pouvait pas forcer les choses. Et les enfants? Après la perte d'Alice, il ne pouvait pas imaginer que quelqu'un d'autre pourrait jamais l'appeler papa. Tout était tellement douloureux, et alors Mason a décidé de retourner dans sa ville natale. Il était en vacances et voulait enfin vendre l'appartement familial, qui avait été loué par des locataires arrangés par tante Lucie toutes ces années. Mais quand Mason est rentré, tante Lucie était déjà décédée et les anciens locataires étaient partis, alors il a dû décider quoi faire de l'appartement. Mason n'avait pas l'intention d'y vivre, il était heureux en Oklahoma. Gwen voulait partir avec lui, mais Mason l'en a dissuadé. Il pouvait s'en sortir seul, et il voulait aussi visiter ce même lac. Gwen a essayé de le dissuader, disant qu'il n'y avait pas de raison de déterrer le passé, mais ce lac l'appelait comme un aimant. Et donc, après avoir vendu l'appartement, il s'est assis près du lac où il avait perdu sa fille il y a 7 ans, et après cela sa vie avait sombré dans l'abîme. Si ce n'était pas pour Gwen, Madame Wilson, de nouvelles connaissances et collègues à son nouveau travail, qui sait ce qu'il serait devenu? Alice, murmura Mason, regardant le reflet du lac dans le miroir. Tu aurais eu 12 ans aujourd'hui. Et la douleur qui semblait s'être atténuée piqua à nouveau son cœur comme une aiguille acérée. Où était sa petite fille? Ils ne l'ont jamais retrouvée. Cette foutue lac l'a-t-il emportée dans son étreinte?
Une larme roula sur la joue de Mason. Oui, ça faisait mal, ça faisait très mal de se rendre compte que tout aurait pu être différent, mais ça s'est passé comme ça. Mason est resté au bord du lac un peu plus longtemps, puis s'est levé et est parti sans se retourner. Et sur le rivage, il y avait un gros ours en peluche tout doux. Mason avait délibérément acheté ce jouet. Alice n'avait pas de tombe, alors au moins ce jouet reposerait sur le rivage en mémoire d'elle. Bien sûr, quelqu'un pourrait le voler, mais ça n'avait plus d'importance. Après le lac, Mason est retourné en ville. Un taxi l'attendait à proximité. Il marchait dans les rues et les avenues familières, regardant les vieux et les nouveaux bâtiments. Oui, beaucoup de choses avaient changé, et tout était tellement étranger maintenant. Sans aucun regret, il est allé à la gare, et là, il a eu une rencontre qui a remué son âme. Sur la place de la gare, Mason a vu une foule rassemblée autour d'un des bancs. Appelez une ambulance, quelqu'un a crié. Mason a instinctivement couru pour aider. Un grand homme était allongé sur le banc, haletant, se tenant le côté droit. Du sang coulait dessous sa main. Mason a immédiatement compris qu'il s'agissait d'une blessure grave. « Je suis médecin », a-t-il crié, « appelez une ambulance. » Et moi, je vais jeter un coup d'œil pour l'instant. Les gens se sont écartés pour lui laisser de la place, et puis Mason a reconnu l'homme blessé. C'était Axe. Tristan, halta Mason en courant vers son ancien compagnon de cellule. Oui, les choses étaient graves. Il y avait beaucoup de saignements. Mason a sorti la trousse de premiers soins qu'il portait toujours sur lui et a essayé d'arrêter le saignement. Docteur, ouvrit les yeux Axe. Mason, c'est vraiment toi. Non, Tristan. C'est moi en réalité. Ne dis rien. L'ambulance sera bientôt là. Mason, je te cherchais, murmura Axe doucement, ignorant les conseils du médecin, rassemblant lentement des syllabes en mots, et des mots en phrases. Je dois te dire quelque chose. J'ai découvert qui t'a fait condamner en prison. Qui ? Mason était figé. Ta femme, Béatrice. Tu dérailles. Elle était déjà morte à l'époque. Non, elle est en vie. Tristan, ça ne peut pas être. Elle est en vie, insista Axe, puis perdit connaissance. Bientôt l'ambulance arriva. Mason partit avec Tristan, qui ne reprit jamais conscience, et sur la table d'opération, Axe mourut. La réceptionniste de l'hôpital dit à Mason la nouvelle alors qu'il attendait. Pour être honnête, Mason avait prévu ce dénouement. La blessure était trop grave. C'était clair dès le départ, mais quelle douleur d'entendre la nouvelle du médecin de garde. Axe était un homme difficile, et au début, leur connaissance en prison n'avait pas bien commencé. Mais il était le seul à avoir aidé Mason quand il était dans une situation désespérée, il lui avait donné de l'argent et n'avait rien demandé en retour. Mais comment comprendre ces paroles là-bas, à la gare ? Béatrice est en vie. Elle s'est noyée. Mason avait un certificat de décès. Mason a décidé qu'Axe délirait simplement ou, peut-être, confondait ses souhaits avec la réalité et, par conséquent, débitait toutes sortes de bêtises avant sa mort. Béatrice ne pouvait pas avoir ordonné l'emprisonnement de Mason. Et même si on suppose qu'elle est en vie, pourquoi voudrait-elle la mort de son propre mari alors qu'il vivait normalement ? Oui, il y avait des désaccords dans la famille, mais cela arrive à tout le monde. Et, en général, pourquoi se rappeler tout ça maintenant ? Mason à Gwen. Mason a découvert ce qui était arrivé à Axe. Le policier venu à l'hôpital lui en a parlé. Il s'avère que de vieux compagnons de prison se sont souvenus d'une rancune et ont poignardé Tristan. Et il était vraiment devenu sensé ces dernières années. Il avait une entreprise légale, sa relation avec sa femme s'était normalisée, ses enfants lui avaient pardonné ses actions passées, mais le passé ne le lâchait pas et l'emportait. Mason a même vu la femme d'Axe. Une femme d'âge moyen agréable s'est précipitée à l'hôpital. Elle était très contrariée quand elle a appris la mort de son mari. Oui, c'est dommage que cela se soit passé comme ça. Mason quitta l'hôpital pour la gare et réfléchit à la rencontre étrange qu'il venait d'avoir. Et pourquoi le destin l'avait-il ramené à Axe ? Pour remuer son âme ? Non, Tristan était sûrement simplement délirant avant sa mort, et ses paroles ne devaient pas être prises au sérieux. Lorsque Mason est retourné dans la ville qui était devenue son chez-lui, il n'a rien dit à personne au sujet de sa rencontre avec son ancien compagnon de cellule. Il n'y avait aucune raison de préoccuper inutilement qui que ce soit, d'autant plus que d'autres préoccupations se profilaient.
Mason décida d'utiliser l'argent de la vente de son appartement pour construire une maison solide et confortable dans la ville. Il devrait y avoir assez d'argent. Mason imaginait déjà à quoi ressemblerait la spacieuse maison. Il y vivrait avec Gwen. Les enfants. Cette pensée pinça à nouveau son cœur. Il n'y aurait pas d'enfants. Mais est-ce la chose la plus importante? Ils s'aimeraient simplement, Gwen et lui. Il devait aussi l'emmener au palais du mariage, même si elle ne résistait pas. Tout d'abord, il fallait régler la question de la construction. Il ne pouvait pas le faire tout seul. Des connaissances lui ont suggéré que d'excellents constructeurs travaillaient actuellement à l'orphelinat local, réparant le toit. Ils auraient bientôt terminé là-bas, et il pourrait conclure un nouveau contrat avec eux. Mason, sans hésitation, se précipita vers l'orphelinat. Il n'y était pas allé au cours des 3 années depuis son départ. Il se trouvait que lorsque l'ambulance était appelée au refuge, ce n'était jamais pendant son quart de travail. Il y avait un travailleur médical et un conducteur là-bas, qui pouvaient emmener un enfant malade à l'hôpital. Étonnamment, Mason n'a pas rencontré d'enfants sur les terrains de l'orphelinat. Pourquoi, a-t-il demandé au gardien. Pourquoi vous étonnez-vous? Le gardien haussa les épaules. C'est l'été maintenant, alors tout le monde a été emmené au camp, et il y a encore des travaux de construction ici. Bien que les constructeurs travaillent soigneusement, les enfants n'ont rien à faire ici. D'accord, Mason a accepté et s'est dirigé vers le bureau de la directrice pour savoir où trouver le chef de chantier. Il a marché le long du chemin vers le bâtiment de l'orphelinat. Les constructeurs sur le toit avaient déjà terminé leur travail. Oui, ils avaient bien fait le toit. Bien joué. C'était si beau ici. Tellement d'artisanat. Un gazebo, des parterres de fleurs. On pouvait voir à quel point les travailleurs de l'orphelinat s'efforçaient de faire en sorte que les enfants se sentent à l'aise et ne soient pas privés. Une femme âgée, Madame Parker, l'a accueillie à l'entrée de l'orphelinat. Elle était la directrice. Comprenant pourquoi Mason était venu, Madame Parker hocha la tête. Les ouvriers sont excellents, vous ne le regretterez pas. Le chef de chantier n'est pas là en ce moment, mais je vous donnerai son numéro de téléphone. Après avoir noté le numéro de téléphone du chef de chantier, Mason est sorti avec Madame Parker à ses côtés. C'est si agréable ici, a-t-il commenté en sortant. Oui, et tout le monde fait de son mieux, a répondu la directrice avec un sourire satisfait. Nos enfants s'occupent des parterres de fleurs. Ils reviendront du camp et continueront à arroser et à désherber. En ce moment, les ouvriers s'en chargent pendant que le toit est réparé. Seule Jessie est encore là. Jessie? Oui, nous avons une fille ici qui a été récemment amenée de la partie centrale des États-Unis. Ils ont fermé l'orphelinat là-bas. Jessie venait d'arriver et a attrapé la varicelle. Naturellement, on ne l'a pas envoyée au camp avec tout le monde. Elle est presque rétablie maintenant. Elle restera assise ici encore une semaine avant de rejoindre les autres enfants. En attendant, elle aide simplement le personnel, en arrosant les fleurs. Elle est petite? Oui, elle a 12 ans. Une bonne fille, juste silencieuse. Elle a un traumatisme psychologique. Sa mère l'a abandonnée à la gare quand elle avait 5 ans. Elle a tout oublié de choc, n'a même pas retenu son vrai nom. On l'a appelée Jessie à l'orphelinat. Autant d'années ont passé et elle ne s'en souvient toujours pas, s'est étonné Mason. Oui, malheureusement. Mais la fille est intelligente, semble être du type artistique. Elle chante bien. Peut-être que tout s'arrangera pour l'enfant. Si Dieu le veut. Après cela, ils se sont séparés à la porte de l'orphelinat. Mason se dirigea vers sa voiture. Du coin de l'œil, il vit une femme et une fille, probablement Jessie, sortir de l'orphelinat. L'ouvrier s'assit près des parterres de fleurs et la fille prit un arrosoir. Mason était en train d'ouvrir la portière de la voiture lorsqu'il entendit soudain une chanson venant du jardin des fleurs de l'orphelinat. La même fille chantait. Papy a de la compagnie assis près du poêlé, en chantonnant une chanson, remue sa moustache. Après un copieux dîner, 4 blattes inséparables et un grillon se couchent sur un tonneau. Entendant ces mots, les souvenirs ont balayé l'esprit de Mason comme une tempête. Alice, cette même chanson. Comment la fille connaît-elle cette chanson alors qu'elle n'est pas souvent entendue? Mason s'est lentement tourné vers le parterre de fleurs. Son cœur battait frénétiquement, et Jessie continuait de fredonner. Sur des jambes chancelantes, Mason s'est approché de la haie et a fixé intensément la fille avec l'arrosoir, et elle, ne remarquant pas l'homme,
chantait la chanson, souriant pour elle-même. Blonde, aux yeux bleus, avec une mignonne fossette sur le menton. Mon Dieu! Alice souriait comme ça aussi, et ses yeux, comme le ciel, étaient comme ceux de Béatrice. Oui, sa fille ressemblerait probablement à ça. Et puis Mason a eu soudainement une idée, et si Jessie était sa Alice? Mais comment est-ce possible? Sans s'y attendre lui-même, Mason a soudainement repris la chanson, d'abord à voix basse, puis de plus en plus fort. Jessie, entendant la voix masculine, semblait surprise et regardait vers la haie. La fille s'est soudainement figée, comme une statue. La seconde suivante, elle a laissé tomber l'arrosoir, a murmuré quelque chose, a couvert son visage de ses mains, qui portaient toujours des taches vertes, puis s'est précipitée dans le bâtiment sans réfléchir. Mason s'est précipité sur les lieux. « Pourquoi effrayez-vous notre fille » l'a rencontré la directrice à la porte du refuge avec indignation. « Je ne la fais pas peur », Mason a répondu d'une voix tremblante. « Écoutez, je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'ai chanté cette chanson avec ma fille. Elle a disparu à l'âge de 5 ans. La chanson sur les blattes du grand-père, bon sang. » Mason était anxieux, ses mains tremblaient. « Vous comprenez, pendant tant d'années, j'ai entendu notre chanson avec ma fille pour la première fois. Je ne l'ai entendue nulle part ailleurs, même si je sais que c'est une vieille chanson impopulaire aujourd'hui. » Il a continué à parler et à parler. La directrice le regarda, confuse. « Et vous savez, le directeur de l'orphelinat d'où venait Jessie m'a dit que la fille connaissait cette chanson dès le premier jour où on l'a trouvée. C'était la seule chose qu'elle n'a pas oubliée de son passé. Peu importe combien les psychologues ont essayé de lui faire retrouver la mémoire, elle ne revenait jamais. Mais elle se souvenait de la chanson. Où est-elle ? » Mason se précipita vers le bâtiment. « Je dois lui parler. »« Attends, je vais m'occuper de ça moi-même, » l'arrêta Madame Parker. « Tu ne peux pas traumatiser un enfant comme ça, et rappelle-toi que les enfants des orphelinats peuvent inventer toutes sortes d'histoires. » Mais alors la porte d'entrée de l'orphelinat s'ouvrit, et Jessie se tint sur le seuil. Ses yeux étaient larmoyants, ses mains serrées sur sa poitrine, tremblantes. « Tu es mon papa, » dit-elle soudainement clairement et fort. Et la seconde d'après, la fille se précipita dans les bras de Mason, et il fut tellement abasourdi qu'il semblait sur le point de s'évanouir. « Jessie, tu as probablement juste inventé quelque chose, » demanda prudemment Madame Parker. « Je ne suis pas Jessie, » cria la fille. « Mon nom est Alice. » En entendant le nom de sa fille, Mason n'eut plus de doute. C'était sa fille, vivante et en bonne santé. Il prit sa fille dans ses bras et la serra fort. Alice, sa petite, celle qu'il soupçonnait morte, pour laquelle il avait purgé 4 ans. Mais cela n'avait plus d'importance maintenant, l'essentiel était que c'était vraiment elle. Et puis ils se sont assis dans le bureau de la directrice. Malheureusement, Alice se souvenait de peu de choses, après tout, elle n'avait que 5 ans, mais elle décrivit avec précision sa dernière sortie de pêche à elle et à Mason. « Je me souviens m'être réveillée dans les bras de ma maman », raconta Alice. « Nous étions dans une voiture avec un homme qui conduisait. Nous vivions quelque part, je ne sais pas où, avec cet homme et ma maman. Il me grondait, et puis ma maman aussi a commencé à le faire. Et puis nous sommes partis quelque part avec elle. Je me souviens d'une gare. Elle a dit qu'elle allait m'acheter une glace maintenant et elle est partie. Et c'est tout, et je suis resté seul. J'avais tellement peur. J'attendais ma maman, j'attendais, et les gens marchaient autour, et personne ne se souciait de moi, et puis. Je ne me souviens pas très bien de ce qui s'est passé ensuite, juste un peu de remue-ménage. Un homme en uniforme de police m'a pris. Et voilà. L'obscurité. J'avais tellement peur que j'ai tout oublié. Et maintenant tu te souviens ? Demanda Madame Parker pensivement. Oui, toutes ces années, j'ai vécu avec le sentiment qu'il y avait une autre réalité, mais je ne me souvenais de rien. Juste une chanson drôle que j'aimais beaucoup fredonner. Et aujourd'hui, j'ai entendu un oncle la chanter pour moi, et comme un éclair, je me suis souvenu que je m'appelais pas Jessie mais Alice, et que l'oncle, derrière la clôture, était mon papa, parla rapidement, nerveusement, la fille, regardant la directrice, puis Mason. Histoire étrange, Madame Parker secoua la tête. Les meilleurs psychologues ont travaillé avec toi et rien ne s'est passé, mais tout à coup, tu te souviens de tout. Tu ne me crois pas ? S'exclama Alice, à peine retenant ses larmes. Mais c'est vrai. Ma chère fille, Alice, Mason s'exclama.
Je te crois et je sens que tu es ma fille que l'on a perdue il y a de nombreuses années et qui vient d'être retrouvée. Père et fille se sont étreints et sont restés figés. Il semblait qu'aucune force ne pourrait les séparer maintenant. D'accord, ma chérie, attendons et clarifions les choses. Jessie, tu rentres dans ta chambre, et Monsieur Green et moi avons besoin de discuter. Je ne suis pas Jessie, je suis Alice, répondit la fille calmement mais fermement. D'accord, Alice. Tu y vas, répondit fermement Madame Parker. Mason embrassa la fille sur la tête et tapota son épaule maigre encourageamment, comme pour dire, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Alice sortit. Dès que la porte se referma derrière elle, Madame Parker attaqua Mason avec des accusations. Tu réalises ce que tu fais? L'enfant est mentalement instable, et tu la soutiens. Elle n'a rien pu dire sur elle-même pendant tant d'années, et tout à coup elle se souvient de tout. Pourquoi pas? Mason releva la tête et regarda avec assurance la directrice. Ça arrive, je te le dis en tant que médecin. Eh bien, en tant que médecin, tu devrais savoir que les enfants ont une imagination riche. Je comprends, c'est une situation étrange. Et tu ne considères même pas la possibilité que Jessie ait tout inventé. Et tu ne peux toujours pas accepter la perte de ton enfant et tu confonds désir et réalité. Non, Alice dit des choses qu'on ne peut pas inventer. Si c'est ainsi, respecté docteur, alors clarifie ton propre passé, mais je ne te permettrai pas de perturber l'enfant déjà malheureux. Je ne veux pas qu'elle devienne dérangée à cause de toutes ces expériences. Nous devons faire intervenir des psychologues. Ils sont nécessaires pour la fille maintenant plus que jamais. Je sais mieux que toi ce qui est nécessaire. Tu ne peux pas indulger les illusions des enfants. Mais ce n'est pas une illusion. Écoute, il y a de nombreuses années, on m'a accusé de la disparition de ma propre fille. Je ne veux rien écouter. Alors, tu ne nous aideras pas? Je fais mon travail, et c'est tout. Tu es libre de partir. Puis-je parler encore un peu avec Alice? Non, dit sèchement Madame Parker et pointa la porte. Mason quitta le bureau. En principe, il comprenait le changement d'humeur de la directrice, elle avait des règles, des horaires, et tout se déroulait comme il se devait, mais maintenant il y avait soudainement des enquêtes. Pourquoi avait-elle besoin de ça? Et une autre chose. Une certaine somme d'argent est allouée pour chaque enfant, et pourquoi l'orphelinat devrait-il perdre de l'argent? Madame Parker a immédiatement compris que si la fille s'avérait être la fille de Mason, il ferait tout pour l'emmener. Il vit Alice dans la pergola. La fille courut immédiatement vers lui. « Eh bien, comment ça se passe ?» Elle le regarda interrogativement. « Alice, tu devras rester ici un peu plus longtemps pendant que je comprends quoi faire dans cette situation. Je vais probablement devoir faire un test ADN. » D'accord, Alice hocha la tête de façon déterminée et arracha des cheveux de sa tête, les tenant dans sa paume. « Prends ça et vérifie. » Ne te précipite pas, Mason sourit et serra la fille dans ses bras. Et ne t'inquiète pas autant. Je ne te laisserai pas partir maintenant. Nous devons simplement tout faire dans les règles. Alice, dis-moi, te souviens-tu vraiment de ta maman? T'a-t-elle laissé? C'était, hocha la fille. Je ne comprends pas pourquoi je me suis souvenu de tout qu'après tant d'années. Ne t'inquiète pas, ça arrive. Le plus important maintenant est de croire que nous ne serons plus jamais séparés. Et Mason embrassa la fille sur ses cheveux bouclés, respirant leur parfum. Un parfum familier, le parfum de son propre enfant. Soudain, le cri tonitruant de la directrice se fit entendre. Pourquoi des étrangers sont-ils sur les lieux? Devrais-je appeler la police? Je pars déjà, répondit Mason en se retournant, puis fit un clin d'œil à Alice. Souviens-toi de ce dont nous avons parlé. Attends encore un peu. Il essaya de sourire à la fille. Elle le regarda les yeux remplis de larmes, et c'était insupportable. Il voulait la prendre, la serrer fort et ne plus la lâcher. Sa fille, oui, c'était sa petite fille, son Alice. À chaque instant qui passait, il le réalisait de plus en plus clairement. Il se souvenait d'elle quand elle avait 5 ans, mais même maintenant, à 12 ans, Mason voyait à quel point Alice ressemblait à Béatrice. C'est sa fille, c'est certain, la sienne. Madame Parker se précipita hors du bâtiment. Tu ne comprends pas les paroles humaines, s'énerva la directrice. Oui, des changements drastiques. Lors de leur première rencontre, elle était une femme si gentille, mais maintenant elle n'était plus qu'une furie. Mason ne voulait pas envenimer la situation,
Alors il fit un signe de tête à Alice pour lui dire au revoir et se dirigea vers la sortie, tandis que la directrice tenait fermement la main de la fille et la conduisait dans le bâtiment. Mason conduisait chez lui, son cœur battait furieusement, et son esprit était en désordre. Si Jessie était sa fille Alice et que son histoire était vraie, cela signifiait que Béatrice était en vie. Mais comment est-ce possible? Mason se souvint des dernières paroles d'Axe mourant à propos de sa femme qui avait ordonné son emprisonnement, mais pourquoi? Quel était le but? Et il s'avère qu'elle a emmené Alice du lac, mais comment a-t-elle pu le faire? Il y avait plus de questions que de réponses. Gwen était à la maison. Elle préparait quelque chose dans la cuisine, en chantonnant doucement. En entendant son mari entrer dans le couloir, elle jeta un coup d'œil et sourit. « Salut, chérie. Nous allons bientôt déjeuner. Comment ça se passe avec les ouvriers ?» « Avec les ouvriers ?» répéta Mason, perplexe. « Mon Dieu, j'ai complètement oublié d'appeler le contremaître. Gwen, honnêtement, je n'ai pas le temps pour la maison en ce moment. » « Que s'est-il passé ?» s'inquiéta Gwen. « Des problèmes ? » « Je pense avoir retrouvé ma fille, » dit lentement Mason. Dans la surprise, Gwen laissa tomber la cuillère en bois qu'elle tenait dans sa main. Mason la ramassa automatiquement, puis s'assit sur un tabouret dans la cuisine et lui raconta tout ce qui s'était passé à l'orphelinat. « Alors, on te l'a prise à ce moment-là, et personne ne l'a recherchée, » dit Gwen, écoutant Mason. « Tu crois que c'est elle ? Il n'y a pas de telle coïncidence, mais en fin de compte, pourquoi souffrir? Nous devons trouver un avocat, consulter, et aller à la police. Penses-tu qu'ils t'écouteront au commissariat? Où iraient-ils? Nous devons rouvrir le dossier de la disparition de ta fille. Laisse-les le réexaminer. Il s'avère que tu as été piégé. Tu n'as pas purgé de peine pour quoi que ce soit. J'ai toujours su que je n'avais rien fait, et je croyais que ma fille était en vie. Gwen, par où commencer? Pour la première fois de sa vie, Mason se sentit tellement confus. Et Gwen était perplexe, leur fille avait été retrouvée par son bien-aimé, sa femme semblait être en vie, et elle, semblait-elle, était inutile. Oui, Mason n'était pas son mari, elle l'avait elle-même affirmé, mais maintenant, réalisant qu'elle pouvait perdre son bien-aimé, elle se sentait amère. Mason, et si tu retrouves Béatrice, hésita-t-elle et ne put pas poser la question principale. Mason l'a compris. Il la regarda, perplexe. Gwen, si Béatrice est en vie, alors c'est une traîtresse perfide. C'est impardonnable, tu comprends. Je t'aime. Et je t'aime, murmura Gwen en serrant l'homme dans ses bras. Nous allons trouver une solution ensemble. Je t'aiderai. Je te le promets. Jusqu'au soir, ils discutèrent de ce qu'il fallait faire dans cette situation, cherchèrent les numéros de téléphone des meilleurs avocats et avocats de la région. Le lendemain, Mason se rendit au centre régional pour une consultation. Même si le test ADN confirme votre lien avec la fille, ils ne vous la rendront probablement pas simplement, lui expliqua l'avocat. Pourquoi? S'étonna Mason. Je suis son père. On vous a accusé d'être responsable de la disparition de votre fille. Vous avez agi de manière irresponsable. Mais ce n'est pas vrai. Je vous crois. Alice dit que sa mère l'a laissée à la gare. Oui, nous devons également enquêter là-dessus. Ce serait merveilleux si vous retrouviez votre femme. Selon les documents, elle est morte, n'est-ce pas? Oui, baissa la tête Mason. Et je ne sais pas quoi faire. L'avocat ne savait pas non plus par où commencer, ou peut-être ne voulait-il pas le faire. Et puis Mason décida de prendre les choses en main. Si Béatrice est en vie, il la retrouvera et la fera avouer tout. Et ensuite, il ira à la police, qu'il trie tout. Mais comment trouver celle qui est censée s'être noyée il y a de nombreuses années en mer selon les documents? Mason décida de se rendre dans sa ville natale, là où toute cette histoire avait commencé. Mason pensait qu'il devait contacter les personnes qui avaient informé Axe de sa femme. Tout d'abord, il retrouva la famille de Tristan. Ce n'était pas facile, mais Mason y parvint. Comment? Il se souvint simplement de ce qu'il avait dit à son ami de prison à propos de ses proches, de ce que faisait sa femme. Jenny avait maintenant un réseau de salons de beauté dans la ville. C'était une jolie femme douce. Mason la reconnut immédiatement, car ils s'étaient rencontrés à l'hôpital à l'époque. Lorsqu'Axe est mort, étais-tu avec Tristan? Demanda Jenny avec anxiété quand Mason se présenta. Et comment puis-je t'aider? Pour être honnête, je ne sais pas, soupira Mason.
mais j'espère que tu pourras au moins me donner un peu d'informations. Et il lui raconta tout tel que c'était. C'est l'histoire, pensa Jenny en secouant la tête avec réflexion. Donc tu n'as été accusé de rien, mais je l'ai toujours su. C'est juste impossible de le prouver à tout le monde. Et maintenant, quand je suis sûr que ma fille est en vie et très près de moi, je ne peux pas rester assis tranquillement. Et ces paroles de Tristan à propos de ma femme qui n'a pas péri et qui m'a ordonné pour une raison quelconque, je ne comprends pas. Je deviens fou. Peut-être que tu peux me suggérer à qui je devrais m'adresser pour obtenir des informations sur la manière dont Tristan a appris cela. Sincèrement, je ne recommande pas d'interagir avec ces gens, sourit Jenny. Bien que vous ayez été en prison, vous êtes clairement un étranger pour eux. Mais il n'y a pas d'autre moyen, vous avez raison. J'ai une supposition sur qui aurait pu dire quelque chose à Tristan au sujet de votre femme. Je vais vous donner un numéro de téléphone. Mais je dois vous prévenir, cette personne n'est pas facile à gérer, alors si elle ne veut pas vous parler, ne insistez pas, cela ne fera qu'empirer les choses pour vous. Empirer ? Ces gens peuvent même tuer. Lorsque vous l'appellerez, dites-lui que c'est de ma part, la veuve Dax. Alors peut-être que vous aurez une conversation avec lui. Mason remercia chaleureusement la femme, quitta le café où ils étaient en train de discuter, et composa immédiatement le numéro qu'on lui avait donné. Une voix masculine grinçante et désagréable répondit. L'homme accepta à contre-séance de le rencontrer dans une heure dans l'un des parcs de la ville, précisant qu'il faisait des concessions uniquement par respect pour la veuve Dax. Mason se précipita immédiatement vers le parc. À l'heure convenue, il était déjà assis sur un banc près de la fontaine, en attendant, mais personne ne s'approcha, et des enfants tournaient autour de lui, des couples se promenaient. Soudain, un homme petit et trapu avec une canne émergea du sol, un homme d'un certain âge. Il était difficile de dire comment Mason ne l'avait pas remarqué. « Tu m'as appelé ?» demanda l'homme d'une voix grinçante familière. Mason hocha la tête en réponse et raconta immédiatement son histoire. « Je suis désolé de te dire ça. Je comprends que tu n'y es pour rien, mais je ne sais à qui d'autre m'adresser. Tristana voulait me le dire avant de mourir, mais il n'a pas eu le temps. Je ne comprends pas pourquoi il a dit que ma femme défunte est en réalité en vie. Je me suis tu. » L'inconnu aussi se tut, tapotant prudemment un rythme sans prétention avec sa canne. Oui, c'est dommage pour Axe, il est tombé sur des maniaques. C'était un brave homme, bien qu'il ait pris sa retraite des affaires. Eh bien, oui, qu'il repose en paix. Et je comprends de quoi tu parles. C'est moi qui ai dit à Axe à propos de ta femme. Je ne vais pas t'attirer l'attention sur qui, comment et pourquoi il m'a informé, et pourquoi c'était nécessaire, mais Béatrice n'est plus ta Béatrice. Son nom est Jacqueline maintenant. Du moins, c'est ce qu'elle était appelée il y a 3 ans. Je ne sais pas où elle est maintenant, mais avant ça, elle vivait dans la capitale. À la capitale ? Eh bien, comment ? Pourquoi ? Jeune homme, je ne répondrai pas à tes questions. Je peux seulement te donner l'adresse où elle habitait. Et l'inconnu lui donna une adresse dans un quartier huppé de Manhattan, puis partit sans dire au revoir. Mason le regarda s'éloigner et se demanda s'il devait faire confiance à cette personne, même s'il n'avait pas le choix. La route de Mason le mena à Manhattan. Il trouva rapidement le bon immeuble, mais ne put pas dépasser le rez-de-chaussée. Le concierge l'arrêta. « Je cherche l'appartement 45, pour voir Jacqueline. » « Jacqueline ? Il n'y a personne comme ça ici, secoua la tête le vieux concierge. « Je travaille ici depuis 1 an, je le sais donc avec certitude. » Oh ! Mais voilà la propriétaire du 45. Une vieille femme en surpoids sortit de l'ascenseur. « Madame Turner, il cherche quelqu'un du nom de Jacqueline ici, lui dit le concierge. »« Oh mon Dieu !» grimaça la femme, fixant Mason du regard. « Elle n'est plus là, je l'ai mise à la porte il y a longtemps. »« Où puis-je la trouver ?» demanda Mason, sa voix hésitant, réalisant que ses plans s'effondraient à nouveau. « Comment devrais-je le savoir ?» Madame Turner ricana. « Trouve où des femmes comme elle se rassemblent, par toi-même. »« Je ne sais pas. » Eh bien, moi non plus, la femme releva fièrement la tête et se dirigea vers la sortie. Mason la suivit en vain, la suppliant de lui dire quelque chose. Turner se contenta de partir, et Mason s'effondra impuissant sur un banc devant l'immeuble. « Tu te sens abattu, mon chéri ?» Il entendit la voix d'une vieille femme. Une vieille femme se tenait à côté de lui, clairement amatrice de commérage. «
Je cherche ma femme, on m'a dit qu'elle habitait ici. Elle t'a quitté? Les yeux de la vieille femme s'illuminèrent même dans l'attente d'une histoire intéressante. Mais son nom est Jacqueline, on m'a dit qu'elle habitait dans cet immeuble, à l'appartement 45. Oui, il y avait quelqu'un comme ça, hocha la vieille femme. Oh, mon cher. Ne regrette pas qu'elle t'ait quitté. Tu n'as rien perdu. C'était une mauvaise fille, une fêtarde. Oui, c'est vrai, elle louait un appartement à un riche homme qui était comme un gangster, et ensuite ils se sont débarrassés de lui. Une sorte de dispute, comme on dit de nos jours. Alors Jacqueline a commencé à attirer toutes sortes d'hommes. Elle cherchait un amant riche, et les hommes n'étaient pas stupides, ils venaient pour une nuit et partaient, sachant ce qu'elle était. Alors, Madame Turner finit par la mettre à la porte. Jacqueline ne lui avait pas payé son loyer pendant plusieurs mois. Mais où peut-elle être maintenant? Je l'ai vue récemment, tu ne me croiras pas, au temple. Elle est devenue une mendiante. C'est là que mène une vie de débauche. À quel temple? Oui, c'est à proximité. La vieille femme expliqua à Mason, et il se précipita à la recherche de la mystérieuse Jacqueline. Peut-être que ce n'était pas sa Béatrice, mais il devait vérifier. Et la vieille femme se mit immédiatement à raconter l'histoire d'un mari dévoué à tous ses amis dans le quartier. Mason approchait du temple lorsque les cloches sonnèrent. Son cœur se serra. Il leva les yeux vers le ciel et murmura. « Seigneur, s'il te plaît, fais un peu de lumière sur cette situation, sinon je vais devenir fou. » Et puis, il la vit à la porte du temple. C'était la même femme mince avec les mêmes cheveux ondulés et brillants, seulement habillée de vieux vêtements. C'était Béatrice, sa femme, en vie. Béatrice. Il s'approcha d'elle. La femme se tenait à la porte, regardant dans une autre direction. « Je suis Jacqueline, » dit-elle abruptement, regarda Mason, puis s'immobilisa, et éclata soudainement en courant. Mais Mason la rattrapa en un rien de temps, la prit par la main. « Alors voilà comment tu as péri », son indignation tremblait. « Tu es parti. »« Pourquoi ? » ?»« Pourquoi ?» Béatrice ricana enrouée. « Parce que j'en avais assez de toi. Toujours au travail, des appels, des quarts de travail. C'était trop pour moi. Et je n'avais que des larmes de ta part. Mais maintenant tu en as plus ?» Mason ne put s'empêcher de sarcasme. « Et ne te réjouis pas. J'ai vécu de manière que tu n'aurais jamais rêvé. Tu ne verras jamais autant d'argent. »« Béatrice, ne nous disputons pas, » Mason dit soudainement doucement. « Je veux t'aider. » « Aider. Tu es un idiot complet, » Béatrice rit, puis ajouta méchamment, « c'est moi qui ai ruiné ta vie. Quelqu'un de très important a demandé de te faire mettre en prison. Et en prison. Je ne comprends pas pourquoi ils ne t'ont pas tué. Je ne t'en veux pas, raconte-moi tout. Je vais te raconter, mais tu dois me traiter. » Mason a emmené Béatrice dans le café le plus proche, a passé une commande, puis a discrètement allumé un enregistreur. Il était un peu flou pourquoi Béatrice confessait si facilement ses actes sombres, mais il s'est avéré qu'elle en était même fière. Et voici l'histoire, cette fois-là, Béatrice n'est pas partie en vacances seule, comme Mason le pensait. Elle est partie avec son amant, qu'elle voyait depuis plusieurs mois avant cela. Evans était riche, bien connecté, et à l'époque, tout était si romantique entre eux qu'il a même fait une proposition à Béatrice. Mais non, pas de mariage. Il avait une famille dans la capitale, et il prévoyait de retourner bientôt à Manhattan. Mais il ne voulait pas laisser sa belle maîtresse derrière lui, et toutes ses querelles avec son ex-mari ne l'intéressaient pas. Il était plus simple de refaire de nouveaux documents pour Béatrice. C'est ce qu'il fit. Et pour s'assurer que son mari ne la chercherait pas, il a tout fait comme si Béatrice s'était noyée. Et, il semblait, que faire d'autre? Vivre et profiter, mais non, Béatrice, devenue Jacqueline, a soudainement regretté sa fille. Et son amant, dans un élan d'émotion, lui a proposé une manière de prendre l'enfant discrètement. À l'époque, Béatrice était toujours dans sa ville natale, se montrant prudente, changeant d'apparence pour que son mari ne la voie pas par hasard. Parfois, elle s'approchait de la maison et observait depuis le côté alors qu'Alice jouait dans le jardin. Un jour, la petite fille l'a reconnue et est venue vers elle. Madame Green, qui surveillait sa petite fille, est partie au magasin pendant 5 minutes. « Maman, tu es de retour » bavarda joyeusement Alice, en serrant sa mère dans ses bras. « Je suis de retour » sourit Béatrice, mais ne le dis à personne pour l'instant. « Surprends papa. »
Ton anniversaire, c'est après-demain, demande-lui d'aller à notre lac. Je viendrai te voir le soir. Feras-tu ce que je te demande? Bien sûr, promit Alice. C'est pourquoi la petite fille a emmené Mason au lac après la fête d'anniversaire au café. La petite fille était heureuse, sa maman serait bientôt avec eux. Elle a tenu sa promesse et n'a rien dit à personne qu'elle avait vu sa maman. Puis elle et Mason, épuisés par la journée, se sont endormis dans la tente. C'est à ce moment-là que Béatrice et son amant sont apparus. Ils ont pris la petite fille endormie et, à la fin, ont décidé de faire croire qu'Alice s'était noyée. Ils ont jeté ses affaires dans le lac et ont injecté un médicament à Mason Evans pour s'assurer qu'il ne se réveillerait pas trop tôt. Ensuite, lorsque l'agitation a commencé, Evans a appelé la police qui cherchait la fille disparue et leur a demandé de punir le père négligent. Le policier n'a pas discuté parce qu'Evans connaissait certains secrets sérieux à son sujet. Et quand ils ont mis Mason derrière les barreaux, il a envoyé un message à la prison pour maltraiter l'amant de sa femme, de sorte qu'il déciderait de se donner la mort. Mais il y a eu une erreur. Mason a réussi à tout supporter et même à gagner le respect parmi les détenus. Cependant, Evans n'en avait plus rien à faire. Il vivait à Manhattan avec 2 familles et était heureux. Seule sa fille Béatrice, Jacqueline, était devenue un problème. Elle le dérangeait simplement avec de petites choses et gênait ses rendez-vous avec sa femme bien-aimée. C'est à ce moment-là qu'il a dit « non », il a même ordonné à Béatrice de se débarrasser d'Alice. De la jeter simplement. Il les a personnellement emmenés à 200 km de la ville, et là, dans une petite gare, Béatrice a abandonné sa fille. Et, il semblait, ils sont devenus heureux. Béatrice s'est complètement soumise à Evans. Elle n'avait aucune honte. Elle a cessé d'avoir une conscience. Elle a pris l'habitude de ne pas avoir de fille, a oublié son mari, mais puis le désastre est survenu. Evans est mort, et cela a marqué la fin de la vie de Béatrice. L'argent a vite fait défaut. Elle a trouvé un nouvel amant. 1, 2, 3, mais ça n'a pas marché. Le destin ne lui a pas envoyé un autre Evans. Et ensuite la propriétaire de l'appartement qu'Evans avait loué pour elle l'a simplement mise à la porte dans la rue. Béatrice a dû devenir une noctambule. Elle a trouvé du travail et y a vécu. Mais le temps est cruel. Au bout de quelques années, elle n'était plus en demande et a été mise à la porte, et sa santé s'est détériorée. Des mendiants professionnels l'ont prise sous leur aile, lui ont montré comment travailler et lui ont donné un abri. Depuis, elle mendie pour sa subsistance. N'as-tu jamais eu envie de revenir à une vie normale? Mason était horrifié, en écoutant sa femme. Ton cœur n'a-t-il jamais saigné pour ta fille? D'accord, bon sang, mais comment as-tu pu être si cruel envers ta propre fille? J'avais une autre vie, répondit Béatrice de manière indifférente, regardant par la fenêtre. C'était une erreur, s'exclama Mason en colère, mais essaya ensuite de se maîtriser. Alors voici le plan. Tu viens avec moi dans la ville où nous vivions autrefois. Nous irons à la police, et tu confesseras tout. Tu es fou, sourit Béatrice. Je finirai en prison. Tu pourrais obtenir une suspension de peine, mais je serai disculpé, et je pourrai retirer notre fille de l'orphelinat. As-tu réussi à la retrouver, bâilla Béatrice. Oui, et devine où? Juste là où je vis maintenant. Où vis-tu? En Oklahoma, mais cela n'a pas d'importance. Pourquoi ne demandes-tu pas comment va ta fille? Eh bien, comment va-t-elle? À cause de ta trahison, la pauvre fille n'a pas rappelé son vrai nom pendant de nombreuses années, mais maintenant c'est du passé. Elle se souvient de tout, elle se souvient de moi, et elle se souvient de toi aussi. Béatrice, aide-moi pour le bien de notre fille, avoue tes actes. Je veux qu'Alice vive avec moi, pas dans un orphelinat. Mais je suis un mauvais père, et on ne peut pas me faire confiance pour l'élever. Tu comprends, Alice souffre. C'est une très bonne fille. Tu essaies de me faire culpabiliser, demanda Béatrice soudainement d'un ton froid, puis ajouta doucement, j'y réfléchirai, mais pas gratuitement. Mason était même sans voix devant une telle audace. Tu sais quoi, je pourrais t'avoir signalé à la police sans ta coopération, mais je comprends que cela prendrait du temps, beaucoup de temps, et notre fille serait à l'orphelinat pendant tout ce temps. D'accord, je te paierai. Combien veux-tu? Assez pour obtenir une maison, annonça hardiment Béatrice. Une maison? D'accord. J'ai vendu l'appartement de mes parents. Dans notre ville, je t'achèterai un appartement d'une chambre. Un appartement d'une chambre, rit Béatrice.
Eh bien, d'accord, j'accepte. J'en ai assez de vivre comme un chien. Et je dois gagner ma vie. D'accord, tout sera à toi. Je pars demain. Le train part à 15 heures, je t'achèterai un billet, et je t'attendrai à la gare. Viens, crois-moi, tout dans la vie peut être réparé. Tu crois que tout ? Quelque chose a scintillé dans le visage de Béatrice. Pendant un moment, Mason a pensé qu'elle allait pleurer, mais non, ce n'était qu'une pensée fugace. Ils ont convenu de se retrouver demain, et Béatrice est partie. Mason a même voulu lui donner de l'argent, mais il s'est retenu. L'idée a traversé son esprit qu'elle le boirait simplement. Il était clair qu'elle avait un penchant pour l'alcool. Et il n'a pas pu dormir pendant quelques heures de plus dans la chambre d'hôtel. Il se retourna et se retourna. Il était difficile de croire que sa femme Béatrice, qu'il avait aimée plus que toute autre chose dans la vie, l'avait traitée avec tant de cruauté. Qu'est-ce qu'elle lui avait fait ? Apparemment, rien, elle avait simplement un cœur de métal. Elle n'aimait personne, ni Mason ni Alice. Et Evans avait clairement besoin d'elle pour l'argent, mais elle n'avait réussi en rien. La vie l'avait punie, et pourtant, rien ne pouvait être fait sans la police. Il devait mener cela à bien. Mason était si inquiet que Béatrice change d'avis quant à voyager avec lui. Mais elle est arrivée à la gare à l'heure convenue, habillée assez décemment, pas comme une mendiante. Seulement il était toujours évident que la vie l'avait usée. Ils sont montés dans le train en silence, comme des étrangers. Il l'était vraiment maintenant. Mason regarda son ancien amour et s'étonna de la façon dont il avait pu se tromper une fois. Mais le passé ne peut pas être défait. À leur arrivée, la première chose que Béatrice a demandé était de régler la question du logement. Mason a organisé un séjour à l'hôtel pour elle et s'est rendu chez les agents immobiliers. Il a eu de la chance, il a trouvé une option convenable le même jour. Le lendemain, il a remis les clés à Béatrice. Maintenant, allons à la police, a-t-il exigé. Mais j'ai changé d'avis, a ri Béatrice. Mason était tout simplement stupéfait par une telle audace. D'accord, je n'ai pas changé d'avis, a-t-elle répondu sérieusement. Et tu veux savoir pourquoi j'ai accepté de t'aider ? Pourquoi ? Je veux simplement mourir comme un être humain. Ils ne me mettront pas en prison. Je l'ai déjà découvert avant. En substance, je suis juste un témoin. Evans a tout fait. Et quant à avoir laissé ma fille à la gare, ils peuvent retirer les droits que je n'ai de toute façon pas. Et je veux vivre encore un peu. J'ai une maladie grave à cause de mon mauvais mode de vie. Quoi ? Mason a pâli. Et pourquoi as-tu si peur ? Et depuis combien de temps le sais-tu ? Oh, peu importe. C'est pourquoi j'ai été virée de mon dernier emploi. Elle faisait référence à son ancienne profession de travailleuse du sexe. Mason était sous le choc. Sa belle femme avait rejoint le rang des nuitardes, des criminels, des mendiants. Et voilà le résultat. Une enseignante de formation, mais quelle sorte de personne était-elle ? Apparemment, ce ver avait toujours été en elle. Ils se sont rendus à la police. Le jeune policier les a écoutés longtemps, a pris des notes et a promis de rappeler. Bientôt, l'affaire de Mason a été portée devant la justice. Une nouvelle enquête a commencé, et tout a été revu si rapidement qu'à la fin, Mason a été acquitté. Béatrice a été condamnée à une peine avec sursis. Ils ont quitté la salle d'audience sans se regarder et ont suivi des chemins différents. À présent, ils avaient clairement des destins différents. Mason est retourné chez lui en Oklahoma. C'était sa maison maintenant. Il était parti pendant plus de 2 mois, il était en vacances au début, puis il a dû prendre un congé sans solde. Madame Wilson était une bonne personne. Lui et Gwen parlaient souvent. Pendant tout ce temps, elle était au courant de l'appartement acheté, de la nouvelle enquête, et soutenait pleinement Mason. Elle visitait aussi fréquemment l'orphelinat. Là-bas, elle rencontra Alice et réussit à convaincre Madame Parker. La directrice accepta enfin que sa protégée soit bientôt accueillie dans une famille, et était même heureuse pour la petite fille. Et Alice ? Elle était maintenant la plus heureuse des filles au monde. Bientôt, elle aurait une vraie famille, celle qu'elle avait perdue autrefois. Elle essayait de ne pas penser à sa mère et ne savait rien d'elle. Mason a demandé à Gwen de ne rien dire à Alice au sujet de Béatrice. Ce jour-là, Madame Parker permit à Alice de rester chez Gwen en tant qu'invitée. Le soir, Mason devait revenir. Ils allèrent à la gare pour le rencontrer ensemble.
Salut, papa. Alice fut la première à voir Mason sortir du wagon. Salut, ma chérie, répondit-il en agitant, et la petite fille s'accrocha à son cou, et Gwen l'embrassa aussi. Heureux, ils rentrèrent chez eux, et le soir, alors qu'Alice dormait paisiblement dans la pièce voisine, les amoureux eurent une conversation. Chérie, je dois te dire quelque chose, déclara Gwen, les yeux brillants de joie. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Mason, inquiet. Je pense que tu vas devoir m'épouser après tout. Enfin, soupira Mason. Tu t'es décidé. Mason, tu ne comprends pas. Je n'ai pas le choix. Nous allons avoir un petit. Je m'en suis rendu compte dès que tu es parti. Ça fait déjà 3 mois. Et tu n'as rien dit pendant tout ce temps ? Je ne voulais pas t'inquiéter. Tu avais déjà assez à faire. Mon amour, tout ira bien maintenant. Mais je ne pourrai pas construire une maison. L'argent de l'appartement des parents a été tellement mal dépensé, c'était soit des voyages, des avocats, soit Béatrice avec ses exigences. C'est bon. Nous gagnerons plus, sourit Gwen et serra Mason dans ses bras. Le principal, c'est que nous soyons ensemble maintenant. Oui, et personne ne viendra nous déranger. J'ai divorcé de Béatrice à l'époque. Il n'y aura pas de problème. Mais sais-tu à propos de sa maladie ? Et Mason murmura à propos de la maladie de Béatrice. Ce n'est pas notre affaire, répliqua Gwen en colère. Tu as peut-être raison. Alice a entendu leur conversation, car il s'est avéré qu'elle ne dormait pas. La petite fille était allongée les yeux ouverts et réfléchissait. Ce n'est pas notre affaire. Mais c'est quand même triste, après tout, c'est sa mère. Mais d'un autre côté, est-ce vraiment une mère ? Une mère protège son enfant jusqu'au bout, et elle l'a abandonné et oublié. Et Alice l'oubliera aussi. Maintenant, elle a un papa et Gwen. Bientôt, il y eut une autre audience au tribunal. Il y eut un test ADN. Mason fut reconnu comme le père d'Alice, et la petite fille devint un membre à part entière de sa nouvelle famille. Mason et Gwen se sont finalement mariés. Et au printemps, ils ont eu un merveilleux fils, Adam, qu'ils adoraient, et Alice aimait aussi son petit frère et lui chantait souvent la même chanson que son papa lui chantait. Adam était encore petit et ne comprenait pas grand-chose, il clignait juste des yeux et souriait. Mais il grandira et chantera avec sa sœur. Et puis une autre nouvelle est arrivée. Béatrice était décédée. Ses obsèques ont été prises en charge par l'État. Il s'est avéré qu'elle avait légué l'appartement que Mason lui avait acheté à Alice. Bien sûr, la petite fille était encore trop jeune pour gérer la propriété, mais elle a immédiatement dit « Je n'ai besoin de rien de ma mère folle ». Et en vain Gwen a essayé de la persuader que, fondamentalement, c'est l'argent de Mason qui a été dépensé pour cet appartement. Je n'ai besoin de rien. Et Mason a finalement pu gagner une nouvelle maison. Il a contracté un petit prêt, et bientôt une autre maison solide et immense est apparue dans la ville, celle que Mason avait rêvée. Et maintenant sa famille y vit, sa fille, son fils, sa femme et lui-même. Madame Wilson essaie de le persuader de déménager, mais il résiste. Elle a encore beaucoup de force, et son appartement est confortable. Et soudain, tout est devenu bon pour eux, et la douleur qui était nichée profondément dans le cœur de Mason pendant toutes ces années ne le tourmentait soudainement plus, et les cicatrices de ses griffes se sont refermées. Rien d'autre ne lui rappelait les épreuves du passé, mais parfois la nuit, il rêvait encore. Mason est au bord du lac. Alice est petite et à côté de lui, et soudain elle a disparu, seul son chapeau flottait sur l'eau. Mason se réveille en sursaut et soupire. Ce n'est qu'un cauchemar qui ne se reproduira plus jamais dans sa vie. Jamais, car maintenant l'amour véritable est à ses côtés, et la douleur n'a pas disparu. Elle est simplement devenue un rappel que vous pouvez tout affronter dans cette vie si vous restez humain en toutes circonstances.